Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Perfect Press. On s'est encore manqué un bout de temps. On est de retour, on est encore là. Pour ne plus se manquer d'ailleurs. Bienvenue, fidèles téléspectateurs à Kinshasa, Brazzaville. Vous nous suivez sur Perfect Télévision. Vous nous suivez sur YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Vous nous suivez sur Nyota Télévision. Vous nous suivez sur plusieurs chaînes à l'intérieur du pays. RTSK au niveau de Maniema. Radio Télé Saouti. Voilà. Au niveau de Maniema, où il y a le relais, Nyota sur Canal et aussi à Lubumbashi, à Kinshasa, Perfect Télévision. Grand merci, cette émission suivie aussi de par le monde. On est très heureux, on va réfléchir encore ensemble avec nos invités sur les questions de l'heure, les chevaliers de la plume, l'actualité à bombe, la situation précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, Toro Samou et encore les ADF qui ont frappé. Les M23 continuent de s'aimer la terreur. La tripartite au niveau de l'Angola, 3 communications. L'Angola fait ça comme, le Rwanda fait ça comme, la RDC a fait ça comme, un tout petit peu perdu. Nous allons décrypter de fond en comble cette situation pendant que Kagame est en train de multiplier des sorties médiatiques. Il est un peu agité, le gars. Qu'est-ce qui se passe? Multiplication de sorties médiatiques pour se justifier. Pourquoi? Lui qui semble-t-il n'est pas derrière les M23, on en parlera dans cette émission. Hausse de prix de carburant, qu'est-ce qui se passe? Un mot, pourquoi pas. Guéguerre, qu'est-ce qui se passe? Maison SCC, Bati Lukwebo, photo avec Gisèle Mpela, Bati Lukwebo, quoi d'autre? On va ajouter Caméré, Godempoï, ça brûle aussi. On va y réfléchir ici avec nos invités sur ce plateau. On a pris l'habitude de commencer, hein, parce que vous savez, il y a des acteurs, j'allais dire des acteurs politiques, non, des journalistes qui sont ponctuels, et on ne va pas faire attendre des journalistes ponctuels pour ceux qui ne sont pas ponctuels. Donc j'avais levé l'option, quand c'est ponctuel, on commence l'émission, et ceux qui viennent en retard ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Voilà, donc c'est ça un peu la cartographie de l'émission d'aujourd'hui. Premier invité, je vais vous le présenter tout en disant d'abord un grand merci à l'équipe technique toujours de Mèche avec nous. Merci à Reveil Koupa, merci à Louison Kiassi, merci à Emma Mwamba. Emma, il faut mettre les éléments en ligne et Neville va faire le reste, mais il faut mettre les éléments en ligne. Et quand il ne fait pas le reste, tu mets en ligne, hein, tu lances. Et parce que les téléspectateurs veulent nous suivre en ligne, ils se sont plaints un peu de petits retards de certains éléments qui devaient être passés. Merci au directeur technique, Fia Lungué, toujours présent du bon boulot. Félicitations, Fia Lungué. Merci au directeur de programme Vita Deps. Merci au DRH, Alex Foumou, à Pat Foutabaraka, à la grande équipe. Et merci Bola, Failer Bola, voilà, toute cette équipe qui est avec moi, et clin d'œil à Arnold de Massamba de tous les temps, de tous les jours. Voilà, premier invité, on va se mettre rapidement, premier invité sur ce plateau, il s'appelle Edmond Izouba. Edmond Izouba, bonjour. Edmond Izouba, bienvenue. Merci Peter Tiani, en tout cas ça a toujours été un plaisir de me retrouver sur ce plateau avec les confrères, pour débattre. Avec vous également. La situation de Bouya, la situation de Bouya, c'est comment? Je suis en free Bouya parce que j'ai constaté que Charles Quint est en train d'oublier les cas Bouya. Donc, comme Charles Quint est en train d'oublier et Eric Wemba, je suis en free Bouya. Comme d'habitude, je ne peux pas oublier un ami, un frère, compagnon de lutte, combattant de la liberté avec moi qui est en prison. Désormais, vous allez me voir assez souvent avec ça. Quand je n'ai pas une mauvaise chemise, ce sera free Bouya. Très bien, donc ça dit, pour le cas de Bouya, c'est qui est là, c'est que l'AMI a comparé encore jeudi. On attend la décision. Il y a eu le retrait de la plainte par le confrère Israël Moutombo. Pourquoi l'AMI continue de couper à la prison centrale de Makala? Justement. Pendant que la personne qui lui avait mis là-bas s'est désistée. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça dit, il y a l'action publique. Le ministère public s'est intéressé du dossier. Et voilà pourquoi il les poursuit. Ministère public. Ministère public. Donc, oui, c'est lui qui représente les intérêts de l'État. Le procureur qui nous avait dit que si on retire la plainte, c'est fini, libère Bouya. Non, mais il nous avait dit à nous, comme ça, d'aller, si Israël retire la plainte,
Bouya sera libéré, le PG. On en est Non, où? mais finalement, nous avons compris que c'est un jeu du confrère Israël qui, connaissant tout ce qui allait se passer après, est allé retirer la plainte. C'était effectivement le même jour où l'affaire était fixée devant le tribunal. Donc c'était un petit jeu qu'il a joué pour enfermer son confrère. Et au-delà de ça, nous avons compris qu'il y a beaucoup d'implications politiques. Désormais, nous avons fouiné dans le dossier. Vous savez, Bouya, quand il est retourné de Colosie, il a fait des révélations à travers plusieurs plateaux sur ce qui se passe, l'influence de la famille présidentielle là-bas. Et aujourd'hui, il semble que parmi les personnes impliquées dans ces dossiers, il y a un proche de la famille du président de la République. Donc, c'est déplorable, mais voilà, ça nous a été révélé, mort dans l'âme. Nous avons constaté cela. Mais ce qui est là, l'ami continue de persister et signer qu'il doit sortir parce qu'il n'y a rien qui empêche que les juges, les magistrats lui accordent la liberté provisoire, parce que même dans le code pénal, j'ai dit, pour des infractions dont la condamnation, la peine varie de 8 jours à 12 mois, on ne peut pas forcément détenir quelqu'un en prison. On peut le laisser en liberté et comparaître un homme libre. La détention au lieu de le maintenir. La règle, et c'est la liberté. aussi, on a fait savoir que l'intéressé du dossier avait abandonné les ministères publics. Mais le ministère public le retient toujours. Donc, oui, on sent qu'il y a des pressions derrière. Et à chaque fois, quand il est devant les chambres de conseil, c'est toujours des appels et les juges et les magistrats qui prononcent sur le banc. Donc, c'est des implications de haut niveau et tout ça, mais nous espérons que notre confrère finira par quitter cette prison. Et surtout que, moi je le dis, notre prison, la manière dont on arrête des gens, ça ne permet pas que ça soit appelé centre de rééducation, parce que ça radicalise, ça ne rééduque pas. Charles Quinconcourt, deuxième invité, toujours ponctuel, je précise dans les émissions. Bienvenue frère. Merci. Un mot, Bouya. Bon, c'est avec beaucoup de tristesse que nous assistons impuissamment à l'incarcération de ces journalistes qui devaient être en liberté pour faire son travail. Malheureusement, il se retrouve là où il est. Nous avons été saisis de ces dossiers avant qu'Yves ne soit déféré devant les cours des tribunaux, mais malheureusement la médiation n'a pas abouti autant qu'il fallait. Donc c'est vraiment avec beaucoup de tristesse, parce que rester en prison tel que Bouya l'est là, c'est des moments de douleur, c'est des moments de torture morale. Lorsqu'il se rend compte qu'il est loin de ses enfants, je suivais la femme de Yves Bouya qui a failli m'arracher une larme lorsque elle disait que les enfants, ils ne savaient pas quoi dire aux enfants, qui chaque fois demandaient où était le papa, et la maman n'était pas en mesure de dire la vérité où se trouvait leur papa. C'est vraiment des propos qui m'avaient beaucoup choqué. Alors, c'est vrai, vous avez Edmond là évoqué ici, Israël Mutombo avait déjà retiré la plainte, mais malheureusement, l'action publique était déjà mise en branle par le ministère public. Et voilà pourquoi, en ce moment-là, il était déjà tard qu'un retrait de la plainte puisse amener à l'extension de la procédure déjà amorcée. Alors, moi je pense que pour le moment, je ne vois pas je ne crois pas que la fuite de Yves Bouya est à craindre pour qu'il ne soit pas, qu'il ne bénéficie pas d'une liberté provisoire. Donc, à moins qu'il y ait d'autres pressions externes à ce dossier. Mais sinon, Yves
Bouya aujourd'hui remplit toutes les conditions pour qu'il obtienne une liberté provisoire. Merci beaucoup. Donc, si vraiment l'état des droits dont on parle et l'on veut de tout, que l'on veut tous, est effectif, il faille que les juges, les magistrats qui ont le dossier de Bouya puissent rapidement accorder une liberté provisoire à ses confrères qui ne méritent pas pour le moment d'être en prison parce que sa place, c'est être libre pour faire son travail. Merci beaucoup. Mais quant à tout autre aspect, toute autre considération politique, lorsque Dumont parle de la famille présidentielle, je pense qu'il faut essayer un peu de débarrasser ce dossier-là de toute considération politique, parce que sinon ça risquerait, bon, vous savez quoi, on sait comment ça fonctionne. Vous savez, moi j'ai suivi. Israël Moutomba a retiré la place. Attendez, écoutez, nous connaissons aussi comment la justice fonctionne dans notre pays, s'il vous plaît. Nous avons suivi beaucoup de dénonciations sur la famille présidentielle concernant les soi-disant affaires des Kolwezi et consorts dans le Kataga, mais aucun journaliste, aucun acteur social n'a été visé par la famille présidentielle avec des actes, des procédures, plaintes et autres. Jusque-là, rien du tout. Je ne vois pas pourquoi seulement en ce moment ici que la famille présidentielle surgirait pour faire arrêter Bouya. Est-ce que avez-vous vu lors du procès, les avocats de la famille présidentielle se pointaient là-bas pour régler des comptes à Yves Bouya? Donc je pense que nous devons débarrasser ce dossier. Ce que nous voulons ici, c'est qu'il obtienne une liberté provisoire rapidement, mais pas charger encore ce dossier avec d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec ce dossier. Allez, Eric Wemba, bienvenue. Oui, merci pour l'invitation. J'ai sali et du moins même si à un moment il ne voulait pas me prendre au téléphone pour des raisons privées. Mais on s'est quand même croisé ici, donc il ne va pas m'échapper. Ok. Je ne vais pas les lâcher. J'ai salué aussi Charles Lequel. Personnellement, pour m'avoir fait honneur de venir ici. Merci beaucoup. Et que les problèmes des Bouya, c'est un problème qu'on aurait dû régler à l'amiable. Je considère aujourd'hui que notre confrère Israël Moutombo se retrouve dans les cas de Jida. Vous savez, après avoir trahi Jésus, Jida était venu pour demander qu'on lui rembourse l'argent. On a dit déjà qu'on a pris ton argent. Et il a vu comment Jésus est en train d'être crucifié. Je crois qu'il aurait dû comprendre ça à temps, maintenant c'est trop tard. Parce que les tâches sont là. Il se connaissait des familles. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment les choses, mettre un confrère en prison dans des situations aussi compliquées, il porte moralement la lourde charge. On ne va pas l'épargner, il porte moralement la lourde charge, comme Jida a porté la lourde charge de Jésus. Et Bouya est aujourd'hui quelque peu crucifié. Nous pensons que à partir du moment où on a accordé la liberté provisoire à des grands détournaires, même à quelqu'un dont l'IGF avait établi les rapports à l'époque, j'ai cité le monde, qu'on est allé libérer triomphalement à prison. Je ne pense pas un seul instant que les crimes ou l'infraction commise par Bouya est plus grave que celle des tenus au monde qui méritent aujourd'hui la liberté provisoire. Cela démontre quand même qu'il y a un acharnement. Et que nous devons, il y a aussi les cas routiers qui est là, et qu'il y a quand même un problème sérieux aujourd'hui avec la liberté de la presse. Et je crois qu'il ne peut y avoir la démocratie sans la liberté de la presse. Parce que si Bouya n'était pas journaliste, on l'aurait déjà libéré. Je vous assure. C'est acharnement contre les journalistes. Nous pensons, autant nos confrères qui défendent les régimes ont les droits dans ces pays de défendre, de qualifier Kabila Niaï, de rencontrer un certain nombre de choses et ne sont pas inquiétés, autant nous, les journalistes qui, pour leurs convictions, ne sont pas d'accord avec la gouvernance, ont aussi droit dans ces pays. N'oublions pas qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba, quand il a été élu Premier ministre en août 1990, il a commencé son premier discours, les premiers mots étaient adressés à la presse, et qu'il demandait à la presse de jouer véritablement le rôle des quatrième pouvoir. C'est Tshisekedi qui a institutionnalisé la presse comme les quatrième pouvoir. C'est comme ça que vous avez vu dans son gouvernement, il n'y avait pas un ministère des médias, parce qu'il voulait que les journalistes jouent véritablement le rôle. Aujourd'hui, de plus en plus, nous constatons une certaine célérité vis-à-vis des journalistes. Donc quand nous parlons là, donc il y a tout un travail qui s'est fait là, non, aidez-moi à glisser quel mot offense au chef de l'État, non. On ne doit pas nous mettre dans ces conditions-là. Et les services de sécurité ne sont pas là pour les journalistes. Ils sont là pour aider les pays. Parce que j'ai vu le rôle qu'ont joué les services de sécurité dans l'arrestation de Ben Laden.
avec Obama. Si nos services peuvent être aux côtés des commandants suprêmes pour nous traquer les terroristes de l'IM23, ça serait un exploit. Ce n'est pas un exploit d'arrêter un Bouya qui n'a que sa plume, ou d'arrêter le maire Peter, ce n'est pas un exploit, monsieur le service de sécurité. Vos pays, il faut les faire pour Makengala, comment il s'appelle? Pour Makengala, qui trouble notre sécurité. Ce n'est pas aux journalistes. En tout cas, et nous, les journalistes, nous devons nous unir plus que jamais de défendre cette flamme. Comme l'on défendait nos aînés les dimanches à Wembe. On ne peut pas avoir la démocratie sans la liberté de la presse. Cette tendance d'étouffer la presse. Et par là, je profite parce que j'ai vu le ministre des Médias en train de dire qu'il ne faut pas critiquer le président de la République pendant cette période de guerre. Il a même demandé au CESAC. Et je demande quand même à Mouyaya de laisser les journalistes faire leur travail. Le Congo n'est pas en guerre, nous sommes prêts à le démontrer. S'il y a une guerre, qu'on le déclare. On n'a jamais déclaré une guerre, on doit laisser les journalistes faire le travail. Les boucs émissaires de ceux qui ne marchent pas dans ces pays, ce n'est pas les journalistes. Oui, il a fait quoi? Il a demandé, il a dit, et moi j'ai son extrait, où il dit clairement que nous sommes pendant la guerre, il ne faut pas critiquer les commandants suprêmes. Nous ne sommes pas prêts à cautionner l'instauration de l'absolutisme ici. Je suis d'accord qu'on respecte l'institution président. Mais faire du président de la République un pape couvert par les dogmes de l'infaillibilité, nous ne l'accepterons pas. Et à son temps, on a critiqué Kabila ici, il y avait cette situation de l'Est. M23 était à Goma et l'IDPS critiquait Kabila. On ne doit pas aujourd'hui nous faire comprendre, aujourd'hui non, il ne faut pas critiquer le président, on doit saisir le nécessaire. Ça, autant l'arrestation de Bouya, ce sont des tentatives de museler la presse. Et nous n'allons pas accepter ça. Merci beaucoup Bouya, de cœur avec toi. Sois fort, on est ensemble. Inch'Allah. Allez, un mot, la hausse de prix de carburant. Tu en penses quoi? Les téléspectateurs aussi obligent qu'on parle de ceux qui leur... Les téléspectateurs, la population craint qu'il y ait cette incidence sur le prix du transport. Aujourd'hui revu à la hausse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, pour les uns, c'est mondial, pour les autres, on pouvait gérer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est une conséquence logique. Et c'est une conséquence logique. Okay. Je vois aujourd'hui, beaucoup de pays sont frappés par cette situation. Les pays réputés à une résilience historique, les États-Unis, autres puissances économiques de l'Europe, de l'Amérique, tous ces pays-là sont frappés aujourd'hui par la crise ukrainienne qui a des conséquences, notamment sur la flambée des prix des carburants. Donc ici, une économie faible comme la nôtre ne pouvait que justement subir ces chocs exogènes. Voilà pourquoi ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette valse des étiquettes. Bon, cette revue à la hausse, hein, si vous voulez, du prix des carburants dans notre pays. Et je peux même dire que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts au début de cette crise qui, aujourd'hui, c'est déjà 5 mois depuis que la crise a commencé entre l'Ukraine et la Russie. Et beaucoup d'autres pays immédiatement avaient commencé à subir les conséquences, à ressentir cela dans leurs pays respectifs, mais dans leur économie respective. Mais chez nous, il y a eu quand même une gestion responsable du gouvernement congolais qui a toujours supporté les prix du carburant. Hein. Vous le savez, le gouvernement a toujours subventionné depuis toujours. Et même si aujourd'hui on enregistre cette hausse, cette revue à la hausse, il y a toujours la subvention de l'État congolais. Mais c'est tout à fait normal, c'est une conséquence normale qui est cela. Donc moi, je ne suis pas étonné. Les Congolais doivent comprendre qu'il s'agit d'une situation qui ne dépend pas du gouvernement, mais qui vient de loin. Voilà ce que je peux dire sur ces dossiers-là. Ça, c'est quand même une communication que j'attends souvent, surtout de nos confrères pro-gouvernementaux. Ah, mais c'est quoi ça? Il faut quand même l'arrêter à dire des choses comme ça. Oui. Pourquoi toutefois, lorsque lui s'en prend à Tshisekedi systématiquement, moi je ne l'ai jamais indexé comme étant un journaliste de l'opposition? C'est quoi ça? C'est une non, mais c'est quoi ça? Lui, il ne veut pas que tu ici. Alors, mettons-nous d'accord. S'il vous plaît. Non, attendez. Non, Peter Chen. Je suis d'accord. Attendez, s'il vous plaît. Mettons-nous d'accord. S'il te plaît. Mettons-nous d'accord. Calme-toi d'abord. Alors, non.
Calme-toi, Charles. Alors, on se met d'accord, on va commencer à dire. Non, calme-toi. Ouais, on va commencer à dire. Je n'ai pas cité son nom. S'il te plaît. J'ai dit que j'ai constaté de certains confrères. S'il te plaît. Parce que c'est une insulte de soutenir. Ce n'est pas une S'il te plaît. insulte, mais par respect mutuel. Oui, j'ai Nous savons rectifié. comment nous le faisons. Voilà. Si Si vous c'est- voulez, si moi je c'est- vais aller avec vous comme ça, monsieur. Allez. Je s'affronte Il de faut cette pas- manière. il faut pas- Ah, mais je te l'ai dit. faut Je pas- suis prêt pour ça. Allez. Mais on s'arrête. si ça dérange, Je suis vraiment ça d'accord. dérange, mais Il n'est pas même pro en France, gouvernement. il y a des journaux de libération Oui, mais qui il n'est soutiennent pas le pro. pouvoir, d'autres soutiennent le Il pouvoir. Comment tu veux comme ça? Ce n'est pas Allons-y une comme ça. Ce n'est pas une insulte. Il n'est pas mandaté par le gouvernement Si pour soutenir cela le dérange, gouvernement. moi je retire. Il réfléchit. Mais en tout cas, ça n'a pas été dans mon intention de nuire. Je ne pense pas que c'est une insulte. Comme tu retires. Il y a des gens qui soutiennent les pouvoirs, des journalistes. Ce n'est pas une insulte. Ils savent qu'ils sont contre. Par exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec la gouvernance actuelle. C'est mon droit. Ceux qui les soutiennent, c'est leur droit. Tu es un c'est la journaliste de démocratie. l'opposition. Non. Oui, vous pouvez m'appeler comme. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec la gouvernance actuelle des pays. Tu peux m'appeler journaliste d'opposition, ça ne me dérangerait pas. Ok. Hein, je m'assume. Comme tel, je m'oppose à la manière de diriger ce pays comme journaliste. Et D'accord. c'est permis. Hein? Donc vous n'allez pas demander à un journaliste, au journal de Libération de soutenir Macron. Non. C'est un journaliste de gauche. Il soutient les idées de gauche. Donc ce n'est pas une insulte. Ça c'était pas cette foudre de mon ami Charles Lecoin contre moi. Mais s'il m'a mal compris, je retire. Mais je constate quand même que cette communication passe là. C'est la guerre de l'Ukraine. C'est comme ça, il y a augmentation du carburant. C'est vrai. Mais les pouvoirs, son rôle c'est quoi? Ce n'est pas de ressasser la guerre de l'Ukraine, c'est de trouver des solutions. Si vous n'en êtes pas capable, je constate qu'il y a un premier ministre en Angleterre. Il y a la crise là-bas, les choses ne marchent pas. Qui a démissionné? C'est aussi une option. Vous savez, la démission est dans la Constitution. C'est-à-dire face au problème, face à la crise, que ça soit exogène ou endogène. Si un pouvoir n'arrive pas à résoudre les problèmes, la voie de sortie, c'est la démission. Vous voyez, même en France, on discute, les gens viennent avec des propositions. Par rapport à ça, vous allez par exemple, Mélenchon parle, il faut bloquer les prix. Il faut faire ceci. Il y a des débats. Ça ne résout pas le problème sur terrain. Hein. Non, mais j'ai dit qu'il y a des débats. Mais aujourd'hui, les débats au niveau du Parlement, sur la politique du gouvernement, sur des problèmes comme celui-ci. Mais vous voyez les grands-pères, l'oncle, je provoque l'oncle de Dimo faire ça avec Bahati au niveau de l'Assemblée nationale, débattre vraiment sur des questions de l'économie. Je le provoque. Bon, c'est pour rire, on y va. C'est son grand-père faire ça. On est à autre chose dans ce gouvernement de Tshisekedi. On est dans les palissades. Est-ce que vous avez vu? Moi, j'ai suivi les jours où Elisabeth Borne est venue présenter la politique du gouvernement. Des débats sur l'augmentation du prix des carburants. J'ai appris en passant qu'on va donner aux députés provinciaux de Kinshasa des palissades. Et c'est de l'intérieur des Jeep Pick-up 4x4. Information à vérifier. Selon des sources sûres. Les problèmes avec les gouvernements, ce n'est pas de nous bourrer les oreilles ici tout le temps la guerre de l'Ukraine. Si on est gouvernement, si on est pouvoir, c'est pour trouver des solutions. Si on est dépassé par des événements, il n'y a pas autre chose à faire. Mais on dit qu'il y a guerre en Ukraine. Un ministre ne se plaint pas. Ça ferme sa gueule. J'ai vu un ministre, non, il faut coûter, il y a augmentation, si j'ai des blocs pétroliers, je vais résoudre les problèmes. Chevènement disait, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Si tu n'as pas en mesure de mettre ta politique pour résoudre les problèmes, tu démissionnes au lieu de rester là. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, aujourd'hui, nous sommes face à une réalité. Parce qu'à un moment donné ici, nos amis de l'autre camp, pour ne pas dire proches du gouvernement, ont mené un discours ici dans les télés. Performance, mobilisation des recettes. À son temps, nous leur avons dit, c'est l'augmentation des réserves d'échange là, Matanga. Vous savez, quand vous êtes en deuil là, les gens viennent cotiser pour vous. Hein? Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes devenu riche. Nous étions en deuil avec Covid. À un moment, les Fonds monétaires internationaux avaient pensé qu'il fallait appuyer la RDC avec les DTS, les droits de tirage spéciaux. On a donné des fonds ici. Mais les gens en ont fait mobilisation des recettes. Et cette mobilisation des recettes a été dit, entre autres, à part peut-être des efforts qui sont faits à l'IGF. À notre situation, il y avait la hausse des prix des matières premières dans les marchés mondiaux. Une des causes, c'est comme ça que les Chinois venaient acheter, il y a eu une augmentation. Si nous sommes face à la réalité. Face à la réalité, et le gouvernement a du mal à faire face. Nous avons un pouvoir complètement dépassé aujourd'hui qui ne sait pas. Parce que le prix du carburant est en train d'augmenter, ça va impacter sur tout le domaine, il y aura l'inflation partout. Et nous pensons que le gouvernement est ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas concentré pour résoudre ces problèmes-là. D'accord. Et j'ai dit qu'on peut tromper les gens, parce que la situation du Congo, les Congolais va très mal. Mais entre-temps, vous allez voir Kazadi, tout le temps, augmentation des recettes à la DGI. Nicolas Kazadi. Qu'on arrête avec ces discours.
Parce qu'aujourd'hui... Mais s'il y a augmentation, qu'on ne le dise pas. Mais s'il y en a, si réellement il y a augmentation, s'il y a augmentation des réserves d'échange, vous saviez les problèmes... nous aider avec le document de... Tu vas voir le tableau de la grille tarifaire. S'il y a augmentation des recettes, s'il y a des réserves d'échange, vous savez pourquoi il y a augmentation du carburant? Parce que l'État congolais prenait en charge, intervenait dans l'importation du pétrole avec, il donnait 40 millions, je crois. Okay. Maintenant, oui, c'est ça, 40 millions. Okay. Maintenant, les gouvernements sont dans l'impossibilité. Voilà, c'est ça. Oui, Peter, vous êtes père à la maison, vous dites tout le temps à votre enfant, à vos enfants, mes comptes en banque, on connaît hausse. Mais vos enfants ne vont pas à l'école. Mais s'il y en a... Ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Tout le temps. Augmentation des recettes. Exploit avec votre nouveau Moukadi là, je ne sais pas, l'homme de la DG là. Augmentation des recettes. Augmentation. Moukadi. Oui, je ne sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Moukadi. Donc il a réalisé des records. Je ne sais pas que personne n'a réalisé. Mais entre-temps, les pouvoirs publics n'a plus les moyens de donner aux pétroliers pour s'y plier. C'est comme ça qu'il y a eu hausse. D'accord. Donc, c'est dire qu'on ne trompe pas avec l'économie. Okay. Comme disait, je vais conclure, comme disait Lutumba Simaro, à ton enfant tu peux tromper en politique, loi de la CENI, mais tu ne peux pas tromper à ton enfant les problèmes de manger là. C'est ça le problème. Donc, la situation des Congolais se détériore, mais nous pensons que d'un côté, il y a l'irresponsabilité du gouvernement qui n'est pas assez concentré pour résoudre les problèmes. D'accord. Et nous appellerons au moment opportun les Congolais à tirer les conséquences. Edmond, hausse de prix de carburant. Oui, bien que je partage la conclusion tout à l'heure d'Éric Wemba, mais il a quand même rencontré beaucoup de fausseté parce qu'il s'est même contredit, parce qu'il dit on était pendant une période de crise où il y a eu beaucoup d'interventions de Fonds monétaire international et qu'aujourd'hui la situation devait être catastrophique. Au contraire, l'appui et les plafonds placés par les Fonds monétaires international et la discipline budgétaire a permis à la RDC d'enregistrer beaucoup de prouesses. Discipline budgétaire. Laissez-moi terminer. C'est des institutions de Bretton Woods qui contrôlent la transparence. Okay. Alors, il y a eu beaucoup de disciplines budgétaires, d'après les dires du FMI. Et aujourd'hui, ça fait que beaucoup de réalisations ont été faites dans le domaine de l'encadrement de recettes. Et c'est vérifiable même au niveau de la Banque centrale du Congo. Okay. Aujourd'hui, on parle avec la RDC la possibilité d'avoir un budget de plus de 14 milliards de dollars l'année prochaine. Et vous avez même suivi les ministres d'État, ministre du budget, qui a lancé l'atelier. Bientôt, les conférences budgétaires vont Bientôt, les conférences budgétaires vont commencer. Donc, c'est une réalité. Voilà pourquoi, dans le domaine public de l'État, il y a beaucoup de revendications. Vous avez entendu les revendications de médecins, des enseignants, des professeurs d'université. Les professeurs demandent à Moïndo Nzangi, d'ailleurs, parenthèse. Oui, ça c'est l'UNIKIN. L'UNIKIN, la Poutine, qui somme le ministre Moïndo Nzangi en dehors 48 heures de restituer la somme qu'il aurait indûment perçue, pris au niveau de l'UNIKIN, une somme qui devait servir à la communauté estudiantine après 4 mois de dur labeur. Les professeurs menacent, ils disent qu'ils vont décréter 2 journées sans craie, le 14 et le 15 juillet, si le ministre Moïndo Nzangi ne remet pas. Oui. Je sais qu'à l'époque de Ilunga Ilukamba, il a signé un décret pour restituer aux professeurs certaines primes qui étaient arrachées. Une prime qui bénéficiait au ministre. Cette prime-là a été restituée au professeur. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'agit de cette prime-là. Mais pour le transport, j'ai dit que oui, le gouvernement avait pris l'habitude de subventionner. Et depuis que le gouvernement a cessé de subventionner, ça n'a rien à voir avec la crise en Ukraine. Ce qui est arrivé avec la hausse de prix. Oui, ça n'a rien à voir avec la crise en Ukraine. C'est la subvention qui pose problème. On n'a pas subventionné. Et les pétroliers font également du chantage au gouvernement. Donc il n'y a rien. À un moment, eux-mêmes, ils occasionnent des crises. Ils font ça exprès. Oui. Des crises d'alimentation, ils occasionnent des trucs. À un moment, ils coupent la vente à 20 h
ils ferment leurs stations. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette situation-là? Avant, ils ne se comportaient pas comme ça. Mais je vous dis, ce qui est là, c'est que... La gestion des hydrocarbures pose problème. Le gouvernement a pris l'engagement. En fait, le problème est qu'il faut améliorer les textes. Je sens dans le gouvernement la volonté de ne plus jamais rétribuer aux opérateurs pétroliers cet argent. C'est 100 millions de dollars parce que ça fait 2 années de suite que les pétroliers n'ont pas eu accès à cette somme d'argent. La volonté manifeste du gouvernement est d'abandonner carrément cette rétribution. Et en revanche, qu'est-ce que les pétroliers font? Ils augmentent les prix pour se retrouver. Parce que le gouvernement subventionnait la vente et les prix, parce qu'on était parmi les pays en Afrique centrale qui vendaient au bas prix. Parce que l'État a décidé de prendre en charge vu le pouvoir d'achat. Et maintenant, l'État n'est plus capable de prendre cela en charge. Et voilà, maintenant les pétroliers se prennent en charge. Voilà. Les pétroliers se prennent en charge, ils fixent même le prix. Et moi, j'ai craint, parce que là, on tend vers 3 000 francs congolais. Oui. Et ça sera encore très grave. Donc, on va appliquer les modèles qui s'appliquent dans le monde entier où les pétroliers, ils fixent les prix librement. Pourtant, avant, ils étaient contrôlés avec la subvention de l'État. L'État pouvait discuter avec eux le prix à mettre à pompe. Maintenant, là, c'est les pétroliers qui décident librement. Alors, peut-être que le gouvernement veut changer les stratégies. Ok, tu vas revenir. Mais là, on doit modifier les textes. Ok. Alors, bonjour les modérateurs, il y a des points qu'il faut éclairer. Tu vas éclairer après quand je vais te donner la parole. Tu ne penses pas qu'on n'est pas dans un marché, Eric Wemba. Tu es un homme civilisé. Alors, d'autres sujets, fidèles téléspectateurs, qui ont défrayé la chronique au cours de la semaine. On a l'affaire Godem-Poy, Vital Caméré, ça a chauffé. On a la vidéo de Godem-Poy ici, qui a jeté de l'huile au feu du côté de l'UNC. Et puis, on a affaire Bahati. ECC, on dit que Bahati, ça ne marche pas là-bas. Et puis, on parle de Memling. Mais j'aimerais quand même. Et puis, il y a l'affaire Bahati Photo. On a beaucoup de dossiers, sujets. On ne saura pas parler de tout. Mais on va quand même prendre le dossier Bahati parce qu'on en a parlé avec Persistance. Et puis, on va prendre la situation dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Et donc, je commence par vous dans cette question parce que vous avez fait des enquêtes. Dites-nous en plus. Cette question avec les CC et Bahati. Memling, on parle d'une rumeur où le président Bahati aurait acheté Memling avec 12 millions de dollars. Bon, la personne qui a publié l'information a utilisé les conditionnels. On dit que ce n'est pas Jamal, c'est Bahati pour Memling. Mais l'affaire SCC et Bahati, j'apprends même que Bokundu et l'SCC ont porté Bahati plainte. Aide-moi, Zouba, il s'agit de quoi? Bon, il s'agit d'une affaire d'expoliation. Appelons ça comme ça. L'Église de Dieu, SCC, est détentrice d'un bien. Depuis l'époque Mobutu, vous savez, à l'époque, pendant le recours à l'authenticité, une politique de Mobutu appliquée au Congo par son régime, c'était pour contrecarrer un peu les actions du cardinal Malula, ainsi de suite. Et Mobutu s'est résolu à accorder beaucoup d'espace à des églises du Congo. Dans les CC, il y avait des églises de Noirs, il y avait les églises kimbanguistes, il y avait certaines églises du Congo. Et il a fait ce don à l'ECC. Et l'ECC a dédié cette parcelle à l'église, à la communauté, c'est donc la 63e communauté du Saint-Esprit en Afrique. Okay. C'est une église de Ngunza, basée au Congo central. Maintenant, ils ont leur représentation ici à Kinshasa. Il s'est fait qu'avec le temps, l'église, la 63e communauté, parce que je dois rappeler que présentement, l'ECC, c'est comme une plateforme de plusieurs communautés. Actuellement, ils sont au nombre de 95 communautés au sein de l'ECC. Il y a des méthodistes, il y a les assemblées de Dieu, il y a la Borne, ainsi de suite, il y a Philadelphie. Toutes ces églises-là font partie des communautés au sein de l'ECC. QFC aussi? Oui. Parce que je connais QFC. Communauté des Unis Baptistes. Oui, les baptistes aussi. À Mont-Lafou, l'église Christ Vainqueur avec le pasteur Bamba Albert Gédé. Alors, quand vous citez ces églises, vous allez voir, quelque part, c'est écrit
parce qu'ils sont identifiés en termes de communauté. Tu vas voir ça, 25e communauté, et puis on cite le nom de l'église. Donc c'est comme ça. Alors, il s'est fait que cette église n'avait pas assez de pasteurs fournis en 82 quand ils ont eu cette donation de Mobutu. Okay. Or, dans la constitution de l'église, les statuts, il est dit que quand les statuts ont été créés, il a été dit qu'il ne devient pasteur que celui qui est détenteur d'un titre de graduat ou de licence. Faites-moi la maison là, c'est à qui? Maintenant, moi je vous amène, je suis dans... Parce que j'ai suivi le... Je suis dans la chronologie. L'autre presse a dit une autre. Non, je suis dans la chronologie. On est perdu au sein de l'opinion. Oui, mais justement, il ne faut pas vous perdre. Quand vous m'interrompez comme ça, l'opinion qui nous suit ne comprend pas. La télévision, c'est le temps. Je suis tout à fait d'accord. Okay. Alors, il s'est fait qu'avec le temps, on a prêté un pasteur pour aller secourir cette église. Et le pasteur s'appelle Pierre Mouloki. Okay. Lui, il est pasteur de la 23e communauté CEC. Okay. Il est prêté... on l'a prêté là-bas. Oui, de l'autre côté pour aller prêcher en attendant que le pasteur de là soit formé pour qu'il récupère leur communauté. Après la formation, le pasteur est rentré dans sa communauté et l'église a été revêtue des pasteurs. Les pasteurs, les Dieu et tout ça. Alors, à la grande surprise, l'ECC est menacé de déguerpissement à partir de cette église-là, de cette communauté, de cette 63e communauté. Ok. Quand il regarde le document, il dit non, mais nous avons nos documents. Là, c'est en 2019. Nous avons nos documents légaux. Ils sont allés vérifier. Bukundo a pris le courage, il est allé voir le responsable politique, ainsi de suite, pour faire expliquer le problème. On remarque quoi? Que les pasteurs qu'on avait prêté, a fait l'acte de cession aux enfants Ndimbi. Oh. Justement. Maintenant, on pose la question, qui était Ndimbi? Justement, à l'époque du monseigneur Bokele-Ale, Ndimbi était son adjoint chargé du patrimoine. Ok. Ok. Maintenant, les pasteurs qui se trouve être... C'est le Nzimbi de la famille Nzimbi de... Ndimbi, non, c'est Ndimbi. Ndimbi du Congo central. Ah, c'est pas de la famille des généraux Nzimbi. Non, pas du tout. Ok. Alors, on fait, le pasteur Molo qui a fait cet acte de cession, et illégalement... Les pasteurs qu'on avait prêté là-bas... Oui, lui aussi, il est allé donner gratuitement la maison, les parcelles, parce que c'est plusieurs, à une famille. On dit... En contrepartie de quoi? De l'argent? De rien. Parce que l'église ne vend pas. L'église ne peut pas vendre une parcelle. L'église peut faire louer une parcelle momentanément ou faire la joint venture, comme on fait. La joint venture. La joint venture, vous venez avec... Je comprends. Vous construisez et puis après un temps, vous laissez les immeubles pour l'église. Alors, on constate que c'était illégal. On a attaqué la famille au niveau des cours et tribunaux. Et le président de la République... Lequel? L'actuel? L'actuel, le président de la République. Fachi Béton. Fachi Béton. Ok. A instruit à son Dirkaba d'écrire à Molendo. Sakombi. Sakombi, de traiter ces problèmes et de restituer toutes choses à leur pristin état. Donc à leur état, initial. Historique, initial, original. Ok. Et c'est ça, c'est que le conservateur a fait de Kassavubu. Comment ça se retrouve chez Bahati? Voilà maintenant. Ce sont maintenant les Ndimbi. Pendant que l'affaire est devant le cours des tribunaux, ils ont vendu à Bahati. J'ai appris même que les Ndimbi font des points de presse pour... Oui, ils ont fait un point de presse aujourd'hui sans brandir ne serait-ce qu'un seul document. Ils ont un certificat d'enregistrement ici. Ils ont dit que c'est leur papa Ndimbi qui avait acheté cette parcelle-là dans le passé. Si réellement leur papa avait acheté cette parcelle-là dans le passé, comment le pasteur Moulo qui en 2019 va encore faire un acte de cession en donnant à ses enfants chez les enfants là. Voilà, il a mal acheté, il a été abusé. Oui, il a été abusé. Et curieusement, quand vous regardez toutes les correspondances et avec les conservateurs et avec l'État congolais, parce que je vous dis, la formalisation du document de la donation de Mobutu a été faite par Matadi Wamba à l'époque
Il est commissaire d'État chargé des affaires foncières et urbanisme. Il est encore vivant. Il est aujourd'hui avocat. Alors, Bahati, curieusement, il détient un document de 2022 au mois de juin. Oh, ça sort encore où? Oh non, la famille Nzimbi aussi détenait le document. Quand j'ai mené des recherches, on me dit, et la personne qui a livré le document à Nzimbi, à la famille Nzimbi a été limogée. Donc, Bahati a été roulé. Dans la farine comme pas possible. Or, pour acheter une parcelle à Kinshasa, nous connaissons tellement les difficultés. Voilà pourquoi nous recrutons les bons avocats. Quand vous recrutez les avocats, le rôle des avocats, c'est quoi? D'aller vérifier l'authenticité même auprès des conservateurs. C'est pour... Parce que là-bas, il y a des archives. Je vais vous dire une chose. Quand les conservateurs se sont rendus compte que la famille Nzimbi et le pasteur Mouloki les avaient bernés, il a accordé 72 heures à la famille de retourner ces documents pour que ça soit déchiré. Parce que les documents que détenait la famille, ce n'étaient pas les documents originaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un document original, on avait fait obstruction à ces documents, pourtant ça s'est retrouvé au Congo central. Quand le document est venu, le conservateur a eu le courage de demander, j'ai la lettre, j'ai tout ce que je parle. Tu as toute la documentation. Toute la documentation. Tu es bien fourni. Je te dis donc, je n'ai pas parlé des choses. Aujourd'hui, toute la documentation. On va entendre Charles Equin. Charles Equin, quand vous avez suivi, on a roulé Bahati dans la farine. Hein? J'aimerais d'abord préciser une chose avant de parler de ce dossier de la parcelle, la prétendue spoliation dont évoque Edmond Izuba. Je parle d'abord de cette photo qui enflamme la toile aujourd'hui. Parce que vous en avez mettre la photo du président Bahati. Bahati a été invité. C'est de cette photo dont vous faites allusion. Bahati est invité 17/9. Il est avec qui là-bas? 17/9, je vous donne les faits, Peter Tiani. Allez-y. Bahati comme autorité. L'émission d'aujourd'hui est riche, hein? L'autorité morale de l'AFDC. Il a été invité en Suisse, au siège des Nations Unies, en Suisse, à Genève, à la réunion du Conseil de l'International Socialiste. C'est d'où cette photo ici. Donc, tout ce qui raconte des histoires, s'il vous plaît, il est avec Madame Gisèle Mpela. Madame Gisèle Mpela. Tout le monde connaît Gisèle Mpela parce que le dossier qui avait éclaté l'année passée, je crois bien, dans ce pays, tout le monde est au courant de ça. Et la dame a son parti politique ERCO, Rénovation du Congo. Elle était invitée aussi parce que son parti politique a aussi la doctrine de la social-démocratie. C'est vrai ça. Donc, c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là que la dame s'est retrouvée là-bas. Il ne s'agit pas là d'un sommet européen où les États ont été invités et que par la suite, la dame aurait représenté la République. Il faut arrêter avec ce type de salade. Donc, Bahati est là avec une forte délégation de la FDC. Bahati a communiqué, il a dit répondre. Sa communication. Il a dit qu'il s'excusait. Non, c'est faux. Il ne s'est pas excusé comme les autres. Je vais lire ici. Il faut laisser Bahati tranquille, vous l'acquillez un peu trop. Bahati a réagi en ce sens. Des Congolaises et des Congolais qui demandent des prises de photos avec moi dans des conférences, je ne peux le leur refuser, même quand je ne les connais pas bien. Ce qu'ils en font par la suite, je l'ignore et je m'en excuse. Je l'ignore et je m'en excuse. C'est le français. C'est pas que Bahati s'est excusé du fait qu'il ait pris une photo avec une dame. Donc, naturellement, Bahati ne peut pas. C'est une autorité connue du pays. Partout où il passe, les gens qui les connaissent comme étant le président du Sénat, ils peuvent s'approcher pour avoir juste une photo. Mais donc, c'est tout ce qui, aujourd'hui, vont dans tous les sens pour... non, mais... lisez dans les réseaux sociaux. Il y a ceux qui parlent de libido, qui parlent d'une dame qui a été représentée la République. Il n'est pas question ici de la représentation de la République
par Madame Gisèle Pella. Donc ça doit être clair, on est journaliste. Moi j'ai toujours été mal à l'aise dans les histoires personnelles, c'est connu à la télévision. Alors, j'ai toujours été très mal à l'aise. Très bien. Maintenant, non mais l'affaire SCC. Tout à fait. Vas-y, je te protège. SCC ici. Je te protège. À moins que vous vouliez que je ne parle pas de ça. Ça paie. Vas-y, frère, je te protège. Moi, j'ai été surpris, connaissant le professionnalisme de mon confrère Edmond Isoba, de le voir verser dans des imputations de dommages. Parce que ce qu'il a fait, heureusement qu'ici, dans tout ce qu'il vient de relater, il est resté objectif et cohérent. Il est resté cohérent. Il est resté professionnel. Mais il a publié un article. Je n'aimerais pas donner beaucoup d'épithètes à cet article. Non, mais lis par respect à mon confrère, il dit comment Bahati a spolié un temple de l'église du Christ. Comment Bahati a spolié. Mais ça, c'est grave, ça. Parce que qui dit spoliation dit acquisition ou obtention d'un bien par ruse ou par violence. C'est ça la spoliation. S'il vous plaît. Allez-y. Vous avez eu le temps de parler. Laissez-moi le temps. C'est votre temps d'antenne. C'est ça la spoliation. Mais Bahati a acheté une parcelle, un fonds, sur base de deux certificats d'enregistrement authentique. Certificat délivré par l'administration foncière. C'est sur base de ces documents. Et ces documents, mais bien sûr que oui. Les documents, les certificats d'enregistrement sont là. Et c'est sur base de ces documents-là que Bahati a acheté la parcelle. Donc il n'a pas été roulé. Donc il peut avoir été roulé. Parce que lui vient de donner une autre version. Okay. Il dit que le monsieur qui a vendu la parcelle à Bahati Lukebo, monsieur Alfred Mendes Nzimbi et consort, et qui détenait aussi un certificat d'enregistrement authentique. Parce que c'est sur base notamment de ce certificat-là qu'on a pu faire la mutation pour établir un autre certificat d'enregistrement en faveur de Bahati. Voyez-vous? Donc, ces certificats d'enregistrement-là sont ici. Je peux vous le brandir. Je ne sais pas si la régie peut prendre ces images pour les balancer. Mais sinon, Peter Tiani, vous avez les certificats. Les certificats originaux sont ici. D'accord. Alors, nous connaissons ce qui se passe avec les dossiers des parcelles à Kinshasa. Nous savons comment se font certaines donations, certaines désaffections des parcelles, que ce soit de l'État ou des privés. Nous savons comment cela se passe. Mais Bahati n'est pas allé là-bas pour arracher par violence ou par ruse. Voilà, c'est un acquéreur de bonne foi. Comme un receleur aussi, c'est un acquéreur de bonne foi. Non, mais ne dites pas ça, s'il vous plaît. Allez, soyez quand même. Oui. Vous, tel que vous êtes là, Edmond Isoba, on vous intéresse pour l'achat d'une parcelle. On vous présente tous les documents authentiques. S'il vous plaît. On vous présente tous les documents authentiques. D'accord. Vos avocats vont à l'administration foncière où il y a tous ces documents ici. S'il vous plaît. Ces certificats d'enregistrement ici ne sont pas établis par monsieur Alfred. C'est l'administration foncière qui a établi ces certificats d'enregistrement. C'est vérifié, monsieur. Non. C'est vérifié. Ce n'est pas ici parce que tout est ici. Signature, sceau, des conservateurs, des documents immobiliers. Vous voyez? Donc c'est sur base de ces documents-là que M. Bahati est allé acquérir cette parcelle. Mais aujourd'hui, l'on parle d'une spoliation,
il faut éviter, cher ami, de salir l'image de cet homme qui ne vous a fait aucun mal, vous le présentez dans l'opinion, s'il vous plaît. Voilà, si vous dites ça, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il a acheté Memling. Pardon? C'est vrai qu'il a acheté Memling. Bon, moi je n'ai pas ces informations-là, je ne suis pas ni porte-parole de Bahati, ni de son parti politique, ni quoi que ce soit. Donc je ne suis pas de sa famille, ni politique, ni biologique. Donc, je voulais réagir par rapport à ce dossier ici. On a suivi. J'ai besoin d'avoir les précisions sur l'achat des Memling. On dit que c'est vous. On a utilisé les conditionnels. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas vous? Moi, j'aimerais savoir. Mais je dois rappeler ici que Bahati Lukobu est quand même un homme ouvert qui répond directement au téléphone d'ailleurs lui-même quand on l'appelle. Ça, je dois. Tout à fait. C'est parmi les rares acteurs politiques quand tu l'appelles. Ouais. Surtout celui même maintenant, là, vous pouvez l'appeler. Non, il est à Genève. Même maintenant, son téléphone passe. Il est à Genève, bien sûr, mais son téléphone passe. Parenthèse fermée, parce qu'il y a quand même des acteurs politiques qui, tu peux l'appeler 10 fois. Voilà. Bahati Lukobu prend directement son téléphone. Et mais il faut préciser qu'il est à Genève. Avec moi, nous parlons. S'il était à Kinshasa, j'allais même l'appeler. Vous avez dit la vérité. Il allait intervenir. Ça, je dois avouer, mais le dossier, en tout cas, je vous ai reçu vous dire parce que j'ai vu que sur Twitter, vous avez réagi. Il était important que vous emmeniez votre son de cloche et que les téléspectateurs soient. Eric Wemba, tu avais un biscuit? J'ai mes biscuits, j'ai vraiment des biscuits, je vais le dire rapidement, mais pour les cas Bahati, les problèmes de l'ECC là, je ne maîtrise pas. Je fais confiance aux confrères, chacun à sa manière à mener ses investigations. Mais les problèmes de Bahati, nous continuons à creuser. Comment il s'est mis, il a pris la photo avec Gisèle Mpela. Nous posons des questions. Les journalistes se posent des questions. Comment Gisèle Mpela s'est retrouvée là-bas? Du coup, quand il y a des bruits, Madame Gisèle Mpela, elle fait un communiqué pour dire qu'il est dans les comptes du parti de son père, RCO, un parti méconnu. Je doute que ce parti a réussi l'invitation vraiment de l'international socialiste. Ces partis-là n'est même pas connu, donc c'est les partis de leurs pères, les pères de Papa Yoka, les pères d'Alain Mpela. Mais comment directement il est sorti, non, je suis venu pour les comptes? Mais ça fait quoi, Eric? Non, nous sommes en train de débattre. Laissez les Congolais. C'est quoi? C'est le visage de Mme Gisèle qui pose problème? Non, les problèmes ici, il faut éviter. C'est d'abord la précision. La précision. On doit comprendre, elle est là en quelle qualité. Parce que nos sources disent, nous sommes en train de criser, qu'elle est partie dans les quotas de l'IDPS. Si ces informations se confirment, oui, laissez-moi, c'est extrêmement grave. J'ai dit que si ces informations se confirment, c'est extrêmement grave. Mais si elle est de l'IDPS. Le problème, c'est non, elle n'est pas de l'IDPS. Non, tu ne peux pas savoir s'il a été. Non, mais parce qu'elle-même dit qu'elle est membre d'un parti qui s'appelle RCO. Comment elle doit se retrouver dans les quotas de l'IDPS? Parce que moi, je doute, je n'affirme rien, mais je doute que ce parti-là est aussitôt membre de ce parti-là sous les arbres. On ne sait même pas. Toi qui as jamais les sièges de ces partis-là. D'accord. Donc j'ai doute, nous allons continuer à creuser. Parce qu'en même temps, si nous dénonçons cela, il y a quand même. Ils sont membres de l'Union Sacrée, hein, c'est parti. C'est parti, est membre de l'Union Sacrée. Il est implanté au parti. Vous savez, il faut éviter parce que cette tendance-là au népotisme-là de mêler famille avec la politique pose sérieusement un problème. Vous savez, il y a une nomination dernièrement d'une sœur de la première dame de la République. Comment elle s'appelle? Jeannette Niakero. Et ça a provoqué quand même un tollé général ici dans le pays. Il y a même Noël Tchani qui a réagi tout de suite là. Lui qui était contre la Congolité pour dire que ça commence à faire des trop. Noël Tchani a réagi. Il a dit quoi? Que non, il y a du népotisme, l'homme de la Congolité là. Parce qu'aujourd'hui. Il a tiré le président. Il a tiré sur le président parce que lui-même il a fait tout pour qu'il soit à la banque centrale avec sa famille Congolité. Maintenant il voit des nominations, des membres d'une même famille. L'autre est nommé ambassadeur au Kenya. L'autre maintenant à Ghana. Donc ça ne pose pas un problème parce que les deux. Au Kenya c'est qui? Au Kenya, c'est les frères de Niakero, John. Et à Ghana, je ne sais pas. Au Ghana, c'est Jeannette. Ça ne pose pas un problème, Peter Tchani. Les deux ont travaillé au ministère des Affaires étrangères. Ils ont fait carrière. Pour John, ça n'a pas posé problème. Mais pour la dame qui vient d'être nommée, si Tchani réagit quelque part, parce que cette dame avait renoncé, il était ATB1 au niveau des affaires étrangères. Et puis elle est partie en Europe, précisément à Londres. Où elle a résidé, elle avait même demandé l'asile. C'est comme ça que quand on demande qu'il puisse avoir, qu'on voulait les nommer, qu'elle voulait être nommée en Grande-Bretagne, Grande-Bretagne a refusé, disant que non, on va avoir des gens qui ont été. Directement, c'est comme ça que Tchadi, donc, ça donne quand même des niaqueros. Est-ce que si tu as des frères ou des sœurs qui ont étudié, qui ont la capacité, tu ne peux pas leur confier une responsabilité? Non, j'ai dit pour John Niakero, ça ne pose pas problème. Mais pour moi, j'ai par exemple un petit frère, Arnold, il maîtrise le domaine informatique mieux que moi. Si je peux
la capacité de... Parce qu'il est mon ici, frère, nous sommes dans un problème politique. Et puis, dans ce domaine d'ambassadeur, il ne suffit pas seulement de travailler au ministère des Affaires étrangères. On peut faire confiance à quelqu'un et tout ça. Mais ce qu'il faut dire, la famille Nyakeru fréquente depuis Mobutu, je dirais même vers les années 80. Moi, je n'ai pas terminé. Tiens, fais tes biscuits, cher ami. Et l'autre là, Nyakeru a plus de 38 ans d'expérience comme agent. Donc, moi, je profite pour faire un clin d'œil à Madame Denise Nyakeru. Attendez pour que tu avances. Je viens de parler du président Bahati Lukwebo ici tout à l'heure, qui répond au téléphone. Peut-être les gens vont s'étonner. S'il y a quelqu'un avec qui je parle très bien, parmi ceux qui sont de l'origine, je parle bien avec Maman Denise Nyakeru. Très bien d'ailleurs. Elle est restée simple et ouverte. Si vous avez ses coordonnées, vous l'appelez, vous verrez que... Voilà, à qui nous faisons un clin d'œil, Maman Denise Nyakeru, là où vous êtes. Nommé, donc j'ai dit, les problèmes, son frère, ça n'a pas posé un problème, mais j'ai dit, il y a un problème, elle avait renoncé à sa carrière, elle est partie à Londres, à Bois-Djingunda, directement, elle est nommée. Bon, Tchani se fâche parce qu'il considère quand même qu'il y a beaucoup de Congolais. Si pour nommer les diplomates, on recourt à une même famille, fils-telle la famille de la première dame, c'est quand même des problèmes. Donc il y a quand même des gens qui se sont battus pour la communauté. Là, c'était... Maintenant, j'ai un biscuit quand même, parce qu'au moment où je vous parle ici, c'est l'information qu'on vient de me donner tout de suite. Oui. Il y a un procès de 5 jours que nous n'avons pas créé à ce procès. Moi, personnellement, ce n'est pas que je soutenais Kamel, mais des vérités commencent à sortir de ce procès. Des grandes vérités. Vous savez, il y a maintenant 216 conteneurs entreposés depuis 2019 au port de Dar es Salaam. Au moment où je vous parle, si la République ne fait rien, on veut vendre ça aux enchères par la Tanzanie. Au moment où je vous parle, donc les conciles de Dar es Salaam a contacté Madame Fifi Masuka pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Donc Biloko est vendu. Donc on a passé... Le procès 100 jours. Le procès 100 jours. Kabila était une victime expiatoire. Non, bon, ces histoires-là sont jusque-là. J'ai dit 216 conteneurs. Et à Dar es Salaam. Et Dar es Salaam vient de saisir la gouverneure de loi là-bas pour dire que voilà, il y a plus de 216 conteneurs depuis 2019. Donc on a créé tous ici, caméra. Donc on devait laisser Jamal continuer le travail. Voilà, il y a il ne fallait pas qu'on empêche. Oui, on devait, quand Jamal disait laissez-moi aller continuer le travail, on devait les laisser continuer le travail. Ces conteneurs sont là. On nous a amené à un procès stalinien ici, et puis demain on libère la personne. Ces conteneurs sont là. On va vendre ça, c'est une honte pour le pays. Nous, l'argent pour lequel les contribuables congolais ont payé pour des constructions ici, sont bloqués au niveau de Dar es Salaam, mais Tanzanie dit que Bilo on a bien Oumeli. C'est normal, nous allons vendre ça aux enchères pour dégager les ports. Je crois que le gouvernement doit vite intervenir pour résoudre, parce que ça sera quand même une honte pour la République après ces fameux procès de 100 jours. Ça, c'était mon premier biscuit. Et deuxième biscuit. Ça, c'est le deuxième. Troisième. Non, vas-y, il n'y a pas de souci, parce qu'on va prendre la situation de l'Est. Dans mon deuxième biscuit, nous sommes devant une situation ici où une étude a été menée par les Congo Challenge de Matata Pognon, qui ont mené une étude sur l'impact des Covid. Ils ont mené 4 études. Et ils avaient respecté la procédure parce qu'ils ont été acceptés au niveau du ministère du Plan. Ils ont fait l'appel d'offres. Ils ont mené des études sur l'impact des Covid. Et ces études ont réussi. On vient de recevoir le financement de la BAD, la Banque africaine de développement. L'histoire de 2 millions de dollars. C'est 2 millions qu'on devait payer jusqu'aujourd'hui. J'ai vu EcoNews, je pense. Oui, EcoNews. Les inspecteurs, même exclusifs, c'est revenu, les inspecteurs des BAD vont être là parce qu'ils ont constaté que cet argent a pris d'autres destinations. Les 2 millions de dollars qu'on devait donner à d'autres destinations. Nous demandons, on peut ne pas aimer Matata, mais il a gagné les marchés. Il a mené ses études. On lui doit 2 millions venant de la BAD. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas entré en possession de ces fonds-là. C'est chez qui, ces fonds? C'est géré au niveau du cabinet du ministre des Finances. Mais ces fonds ont pris une destination inconnue. Cette situation, si on y prend garde, parce que BAD va envoyer des inspecteurs, nous pouvons avoir des sanctions à nos partenaires des institutions financières. Nous demandons qu'on paye Matata, même si sa tête ne vous plaît pas. Ici, c'est un problème technique. Sa maison a mené une étude à bonne et due forme, en respectant la procédure, on doit payer ces 2 millions-là. Sinon, ça décrédibilise la République au niveau des institutions financières internationales. Nous interpellons le ministre des Finances. C'est la tête de Matata qui fait mal, qui fait peur. Il a gagné son marché, le Congo Challenge. Il a mené des études. Qu'on paye son argent. Qu'on paye son argent. Donc ces 2 millions, nous n'avons pas besoin qu'ils nous donnent la rétro-commission, mais nous sommes ici défendre les droits, comme aide-moi autrefois défendu les arriérés des salaires des Kabila. C'est un droit qu'on Matata a aussi droit qu'on lui paye son argent. Donc on ne doit pas
inviter la politique dans tout dans ces pays. D'accord, très bien. Donc c'était là mes avant de prendre la situation de l'Est. Je voulais préciser une chose parce que j'ai vu rapidement, il était beaucoup plus emporté par ces mots spoliation et il a donné vraiment une définition à moitié, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est simple, spoliation, ça vient d'ailleurs du latin spoliatio, donc ça veut dire action de spolier, déposséder par violence. Lui, il s'est limité par là, ou par fraude. Quand vous dépossédez un bien par fraude, vous faites ce qu'on appelle la spoliation. Or, actuellement, les tout derniers détenteurs de documents frauduleux, c'est Bahati Lukwebo. Voilà pourquoi est-ce que nous, on estime que c'est lui et ses complices qui sont parmi les gens qui ont spolié la parcelle du temple de Dieu, de la communauté du Saint-Esprit en Afrique. Allez, qu'est-ce qui se passe entre Vital Kamerhe et Godin Poyi? Emma, tu es là avec moi? Emma, tu es là? Est-ce qu'on peut prendre la vidéo de Godin Poyi? On va vous rafraîchir la mémoire un tout petit peu. Même un peu la vidéo, c'est juste une vidéo de quelques secondes. Ça a jeté de l'huile au feu, on ne sait pas. Godin Poyi dit ne s'est pas attaqué à Vital Kamerhe. Comment il y a cette réaction de ceux de l'UNC qui ont répliqué? Et puis il y a la cellule de com aussi de Godin Poyi qui a répliqué. Qu'est-ce qui se trame là? On ne comprend pas. Bahati, Kamerhe, Godin Poyi. Qu'est-ce qui se prépare là? On ne comprend rien. Suivons cette vidéo. On peut nous donner le son, on se retrouve juste après. Pour que le président de la République ait de nouveaux collaborateurs. Il y a eu trop de vols ces derniers temps. Même si la justice vous a blanchi, Dieu vous attend là-bas. Vous pouvez corrompre tout le monde, mais le Seigneur vous attend là-bas. Vous pensez que nous sommes vos enfants? Bande de voleurs. Pour que le président de la République ait de nouveaux collaborateurs. Il y a eu trop de vols ces derniers temps. Même si la justice vous a blanchi, Dieu vous attend là-bas. Vous pouvez corrompre tout le monde, mais le Seigneur vous attend là-bas. Vous pensez que nous sommes vos enfants? Bande de voleurs. Mibi. Bande de voleurs. Le pasteur était un peu fâché. Hein? C'est quand même grave. Hein? Edmond Isouba. Venons. Le président de la République doit être entouré de personnes crédibles. Bon, vous avez vu sur le rôle la bande de la Bino. Mibi. Bande de voleurs. Alinguete. Jules Alinguete. Alingete, la belle l'homme à la bonne, j'ai la lingete. Au Kambela. Non, ça dit il y a des contradictions dans la tête du pasteur. Comment ça? Le pasteur est non, il dit qu'il y a des voleurs et que la justice blanchit des voleurs et qu'il interpelle au président de la République qui collabore avec les voleurs. Ça veut dire que nous sommes dans un régime de voleurs. Donc, c'est ça au fait, ce qu'il veut dire. Alors, faisons allusion peut-être au procès Vital, parce qu'il a dit, même si la justice venait de vous blanchir, même si la justice vous a blanchi, et la toute dernière personne à être blanchie, on peut quand même raccommoder les. Mais pourquoi c'est même ça qui réagit pendant qu'il n'a cité personne? Justement, jusque-là, dans tous les dossiers d'acquittement, il y a que le dossier du détournement de Vital Kamerhe. C'est tout à fait naturel que les gens pensent à première vue, bien que le pasteur n'a pas été explicite dans ses propos, à première vue, on peut malignement penser à lire, hein, comme on dit, lire la pensée du pasteur. Donc ça dit, ce sont des gens qui avaient donné toutes les énergies possibles à vanter ces procès-là des 100 jours. Mais il y a un pasteur que moi j'ai suivi, le pasteur de l'église à Bandal Manguebo. Le pasteur, le nom m'échappe. Espérance Mbakali. Et lui, il a dit, il a ressenti, il a sorti de sa bouche ce qu'il a ressenti les jours de la condamnation de Vital,
Il a dit quoi? Et consort. Il a dit qu'il a eu envie de pleurer quand les juges lisaient le verdict de ce procès. Et lui, il avait envie de pleurer. Il avait senti comme il y avait quelque chose ici dans sa gorge. Donc comme si... Bon, il n'a pas aussi lui explicité ses propos, mais il a dit que il s'est mal senti en lui. Okay. Vital n'est plus pas chez lui, Jamal n'est plus pas chez lui, Jeannot Moïse n'est plus pas chez lui. Mais lui, il regardait, c'est quand même des témoignages assez rares. Et au fil du temps, parce que notre confrère Eric Wemba vient de nous balancer une information ici, que 215 conteneurs seront bloqués là-bas et vendus peut-être aux enchères. Mais à Lobito, pour compléter son information, en Angola, il y a aussi plusieurs conteneurs de maisons préfabriquées qui sont bloqués. Quelle est cette justice où on vous explique, d'abord dès le départ, Jamal accepte tout. Il dit, vous m'avez donné de l'argent, j'ai reçu cet argent, vous avez eu combien? Il a dit les montants qu'il a. Tout ce qu'on avait dit, Jamal acceptait. Et tout ce que Jamal disait, nous on les trouvait comme bêtes. Hein. Je suis innocent. Non seulement il disait qu'il était innocent, il dit, monsieur le juge, vous faites perdre votre temps. Des fois, il dort. Allez récupérer les conteneurs, donner les maisons aux militaires et tout ça. Parce que le contrat avec Jamal, c'était un contrat à livrer clé en main. D'accord. Et voilà que la justice... Aujourd'hui, on a donné Kamel raison de tout ce qu'il disait. Non, mais mon frère, ça dit, la clameur publique, c'est une mauvaise chose. Non, Kamel a été condamné par la clameur publique. Il faut éviter d'être du côté de la clameur publique. Justement, c'est ça. Oui. Moi, je suis convaincu. On l'a conduit en prison. Moi, je te dis, Peter, je suis convaincu et je serai convaincu que si les projets 100 jours étaient exécutés à 100%, je rappelle encore, c'était exécuté à 100%, les gens allaient voir des merveilles. Parce qu'imaginez aujourd'hui, parce qu'on veut construire Fachi City, au Konkokolo et au Konchachi, qu'on sent maintenant le besoin de récupérer ces maisons-là pour donner aux militaires, parce qu'on doit les délocaliser, les militaires du centre-ville. Donc ça dit, on ne sait pas. L'État devait quand même anticiper certaines choses. Et je pense que la plupart des projets... Ce procès a fait reculer la République. Hein? Beaucoup. Imaginez que tout ce qu'on a investi et tout ce qu'il réclamait, Jamal, c'était même pas beaucoup. Ça n'allait même pas coûter beaucoup à la République. Maintenant, tout ce qu'on a arrêté, tous ceux qui ont été arrêtés dans ces procès-là, ils sont dehors. Ils sont sortis. En quoi est-ce que ce procès a réellement servi à la République? Le président lui-même a témoigné sur ce procès. Il a dit que lui-même, il n'avait pas compris comment le ministre de la Justice a soulevé. Alors, on a joué avec toute une population, tout un pays. Comme tout à fait. On a joué avec tout un pays. Parce que cette population aime ça. Oui, la population aime les spectacles, non? Quand les procès-là avaient commencé, tu n'attendais pas les sommes qui sortaient. La population adore ça. La population ne sait pas ouvrir l'œil. On vous a dit qu'il y avait un problème avec les seaux de mouton parce qu'on attendait des planches métalliques. Quand les planches là, le gouvernement a subventionné la société qui travaillait, les planches sont venues et les seaux de mouton étaient terminés. Le gouvernement Ilunga Kamba a travaillé avec un système de bloquer le projet de 100 jours parce que ça ne respectait pas une certaine réglementation. Ça ne respectait pas la loi de passation de marché. Mais Vital a eu à se justifier pour dire non, le président était en urgence et qu'il voulait livrer beaucoup d'ouvrages à la population. Et pendant un temps record, les gens ne l'ont pas suivi, alors les gens étaient beaucoup plus concentrés à des spectacles. Voilà. Là où les spectacles nous ont amenés, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Voilà, c'est la République qui perd. Il faut les prendre. Maintenant, on fera quoi de ces maisons-là? C'est déjà abîmé. Même si on récupérait les conteneurs, les maisons enfermées pendant tout ce temps, abîmées par les intempéries, on va faire quoi? Charles Kinkonkou. Bon, je dois d'abord dire que je dois réaffirmer ici que Edmond Izuba ne m'a pas contredit parce que spolier veut dire déplier quelqu'un d'un bien par force ou par ruse. L'endéposséder. Donc, vous pouvez lire aussi cela et je pense que vous avez lu ça. Donc, je pense que ça doit être clair que Bahati n'a pas spolié. Il doit corriger rapidement son article parce qu'il est tombé dans des implications de malade et ce n'est pas une bonne chose. Alors maintenant, vous avez posé la question par rapport à Godin Pouy. Franchement,
je suis désolé de voir certains énergumènes, des écornifleurs, des écumeurs des tables s'en prendre vertement à Godempoui, alors que dans la vidéo... Est-ce que tu peux retirer énergumène? Bon, énergumènes, ce sont des individus spoliation, maintenant c'est... S'il vous plaît. Est-ce que tu peux retirer énergumène? S'il te plaît, c'est moi qui... Énergumène. Je te supplie seulement de rester. Énergumène veut dire des personnes emportées, exaltées, qui parlent avec des gestes un peu agités. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une insulte. Je suis un homme sérieux. Et je ne tombe pas dans ces histoires. S'il vous plaît, dire à quelqu'un qu'il est énergumène, c'est par rapport à la manière dont il se comporte, dont il agit avec des gestes, tout ça. Ce n'est pas un problème. Et les réactions que j'ai vues contre Godempoui méritent que ceux qui ont réagi de cette manière-là soient qualifiés d'énergumènes. Wow. Et vous voyez ces gens-là, des gens à peine lettrés, parce que c'est le cas, il faut seulement suivre la vidéo, qui commence à entrer dans l'habillement, l'accoutrement de Godempoui, de parler de l'orientation sexuelle. Ces gens-là, en tout cas, Peter Tchani, ils méritent qu'ils soient déférés devant les causes tribunaux. Parce que ce qu'ils ont dit contre Godempoui, toi tu les as insultés. S'il vous plaît, ce n'est pas une insulte. Je le répète. Il y a le mot violence. S'il vous plaît, vous aurez le temps de réagir parce que je sais que vous allez réagir par rapport à ça. Non. Et c'est un débat. Nous on est dans un débat où tu vas me contredire, moi je te contredis. Donc ces gens-là méritent qu'ils soient déférés devant les cours des tribunaux parce que ici dans cette vidéo, les procès dont on parle, et ce n'est même pas mentionné dans les discours de Godempoui, il ne parle pas ici du procès des 100 jours. Pourquoi c'est il parle des gens blanchis qui étaient blanchis dernièrement. Hein, dernièrement, c'est moi qui utilise l'adverbe. Par la justice. Hein? Mais ce sont des voleurs. Et la justice de Dieu va les rattraper. Je paraphrase Godempoui. A-t-il cité le nom de quelqu'un là? En tout cas, moi je n'ai entendu personne. Il n'a cité le nom de personne. Il n'a cité. C'est un homme responsable et respectueux des personnages des autres. Il ne pouvait pas se permettre de citer le nom des gens et il n'a pas cité le nom des gens. Pourquoi ces gens-là sortent pour insulter publiquement Godempoui? Et vous pensez que lui doit rester comme ça sans déférer ces gens-là devant les cours des tribunaux? Mais on est où là? On est où là? Donc, moi j'encourage, j'ai suivi la même justice. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Vous vous agitez pourquoi? Pourquoi vous agitez? Vas-y, Chantal. Tu t'agites trop pour rien, monsieur. On parle. Mais tu t'agites trop. Je suis quand même étonné. Oui, et toi, c'est pas un problème. Sois calme, sinon moi je vais te déranger jusqu'au bout, monsieur. Non, toi tu es intimide. Alors, oui, sinon je vais te déranger jusqu'au bout. Hein. Si tu veux que je ne te dérange pas, laissez-moi parler. Donc, moi, j'ai dit que Godempoui, par rapport à la vidéo que moi j'ai suivie, aux vidéos s'il vous plaît que j'ai suivies, très bien, il doit saisir la justice. Parce que on ne peut pas traîner dans la boue une personnalité comme Godempoui. Est-ce qu'un professeur d'université qui investit son temps pour former la jeunesse, vous allez dire à une personne comme ça qu'il n'a rien fait pour le pays? Mais c'est propos. S'il vous plaît, attendez, monsieur. Vous vous agitez pourquoi? Je sais que je vais vous entrecouper aussi. Soyez calme. Quelqu'un qui investit son temps pour... Il est président de l'Assemblée provinciale. Il travaille pour qui? C'est pas pour la République qu'il travaille? Il enseigne depuis des années. Il a travaillé depuis des années dans les médias financiers. Puis il a des thèses de doctorat. Il a 15 diplômes. Il est docteur en économie. Il est docteur en sciences politiques. Ce sont des personnes rares dans ces pays. Vous n'avez pas me cité 30 personnes qui ont fait des choses comme ça, monsieur. Dans quelle université? Il faut respecter les gens. D'accord. Il faut respecter les gens. Donc, vous allez voir comme ça des gens qui ne savent ni coiffer les yeux ni barrer les têtes, commencer à s'en prendre à des personnages respectables du pays comme Godempoui là, c'est inacceptable. Voilà pourquoi moi j'encourage Godempoui à porter plainte
contre ces messieurs-là. Oui, moi je l'encourage. C'est mon point de vue. J'ai suivi la vidéo, je ne veux pas citer son nom ici pour faire inutilement sa publicité. Parce que j'ai compris que c'est quelqu'un qui a d'abord un déficit d'instruction incroyable, d'abord dans son discours. Donc voilà pourquoi je ne veux pas citer son nom ici. Donc moi, je conseille, je demande en tout cas à M. Godempoy de porter plainte contre ces messieurs-là. C'est mon point de vue. D'accord. Eric Wemba. Je ne comprends pas comment aujourd'hui Charles Eke, je ne les reconnais pas. C'est un homme habituellement calme. Je ne les comprends pas aujourd'hui. On a mis tout dans Godin pour aller Sabatonini parce que j'ai ça quand il s'agit de Godin pour ça bouge dans les réseaux sociaux. Les biceps, les gens sont prêts à mourir. Je ne sais pas. Après Sabatonini, je ne sais pas. Mais moi, je constate tout simplement il a déni des propos qui peut appeler à des commentaires parce que lui, il a dit qu'il est réellement une personnalité politique. Il a tenu des propos parce qu'on ne sait pas sa vie de l'église avec sa vie politique. Parce qu'il gère l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les gens suivent des mots à mots. Nous constatons, moi j'ai compris que Godempoy a craché sur la justice de son pays. Disons-le, en disant que même si cette justice vous a blanchi, il y a Dieu. Donc, il ne croit pas à cette justice parce que la justice peut aussi poursuivre en charge ou en décharge. Donc ce n'est pas parce qu'on a accusé quelqu'un qu'il est forcément coupable. Donc, on reconnaît quand même à un individu de recourir à toutes les voies légales pour défendre ses droits. Donc, on ne pouvait pas reprocher à quelqu'un qui a été condamné, par exemple, au premier degré, d'aller en appel. Donc, je constate quand même qu'il y a de l'amalgame. Il ne peut pas, il a craché sur la justice de son pays. Et c'est normal que certains caméristes pensent que, puisque c'est Caméré qui venait fraîchement d'être blanchi, et que dans les sous, et Godempoy s'adresser à Caméré. Si tel est le vrai qui s'adressait vraiment à Caméré, ça pose un problème. Dans le procès de sang, je pense que vous parlez de ça. Il y avait que Caméré comme condamné là-bas. C'est-à-dire les gens de Caméré, c'est lui, Caméré a été aussi blanchi. Il n'a pas que lui qui a été condamné, mais il a aussi été parmi les personnes qui ont été blanchies. Donc on pense quand même que les tirs de Godempoy ont été dirigés vis-à-vis des VK. Donc c'est ce qui vient à peine d'être blanchi. Même pas Bouya quand même. Si on avait au moins blanchi, oui, on pouvait penser que c'est Bouya. Mais c'est Caméré qui était parmi les voleurs. S'il te plaît. Qui vient d'être blanchi. Maintenant, tu commences aussi à déranger. Laissez-moi terminer. Mais vous m'avez dérangé. Je viens d'être blanchi. Pas Etienne Longondo. Parce que Etienne Longondo, il n'y a même pas eu un procès. On est allé les sortir triomphalement en prison. Après avoir détourné 7 millions. Des Covid. L'argent du Covid. On est allé les sortir là en prison, là, triomphalement là. Il a même fait les signes de victoire comme s'il voulait être un honneur dans un pays. Là, vous ne crachez pas sur la justice de votre pays. J'ai dit. En disant cela. Non, mais j'ai dit. Vous ne crachez pas sur la justice de votre pays. Mais c'est Caméré qui vient d'être blanchi. Donc là, il ne crache pas sur la justice de son pays. Parce que j'ai dit. Lorsqu'il pense même si on pouvait douter que Caméré s'est dirigé vers Godempoy. Mon avis, les communicateurs de Godempoy dans les réseaux sociaux s'attaquaient frontalement à VK, Kaza Mouyibi, il y a Solo, il y a Godempoy attaqué. Mais Godempoy contredit même le président de la République. Je me souviens qu'il y a eu une conférence de presse ici à Goma où le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, a dit que Caméré était un homme sérieux, qu'il est désolé de ce qui lui est arrivé. Donc, il contredit même le président de la République qui considère Vital Caméré comme un homme sérieux. Lui qui est dans les institutions considère Caméré comme un voleur. Si on peut suivre... Non, mais c'est toi qui cites le nom des caméras. Mais j'ai dit que c'est communicateur. Non, mais c'est toi qui cites le nom des caméras. C'est communicateur. Godempoy dans la vidéo que l'on vient de suivre. Godempoy, il n'a pas cité le nom des personnes. Si tu penses que c'est caméra, alors c'est toi qui moi, j'ai dit que c'est communicateur. Tu me déranges. Tu me déranges, cher ami. J'ai vu que c'est communicateur et même on déduit que c'était VK. Nous les avons vu. Vous pouvez citer le nom de communicateur de Godempoy. Non, mais qu'il cite quand même le nom. Non, mais qu'il cite le nom d'un communicateur de Godempoy ici. Qui a cité caméra. J'ai vu dans des tweets. Je ne suis pas obligé. Qui est ces communicateurs? Charles Eke aujourd'hui n'a pas beaucoup de temps. J'ai vu ils se sont. Non, mais maintenant, on est en train de. Alors maintenant, vous plaidez pour qu'ils soient libres de parler. Alors que tu m'as dérangé à tout moment. J'attends ton tour pour te déranger aussi. Non, il est. C'est l'ambiance de l'émission. Donc il y a là un problème. Donc lui, il contredit le président de la République. Mais moi, je dirais quand même, lui, parce qu'il taxe les gens les voleurs, il profite de l'église pour taxer des gens des voleurs. Le Christ a dit quand même aussi que celui d'entre vous qui n'a jamais commis les péchés, mais jette la première pierre. Il y a énormément de problèmes dans la ville de Kinshasa. Et les gens ont comme l'impression que dans cette ville, l'Assemblée provinciale ne joue vraiment pas son rôle de contrôle. On bloque certains contrôles parlementaires, je ne suis pas là. Dynamique Gobila. Donc je pense que Godempoy, on a vu ici un certain Gobila, ce qu'il fait, il a lancé un parti politique ici.
ces partis politiques qu'on a vu comment les gens sont venus, l'argent est sorti, les gens ont parlé que l'argent de l'État est sorti, même pas un contrôle parlementaire. Je ne dis pas que c'est vrai qu'il a détourné, mais puisque les gens ne pouvaient pas comprendre comment les gouverneurs pouvaient autant mobiliser les gens. La disparition des 500 000 $ jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Voilà, Godin pour lui, avant de s'attaquer à Kamere, doit mettre un peu de l'ordre dans sa maison. Les Congolais l'ont élu comme député provincial. Lui-même d'abord, il s'est présenté comme FCC. Hein? Il était candidat du FCC. Après, il a changé. Il a changé quoi? Il est devenu dans l'Union Sacrée. Lui-même a été dans les FCC. Mais oui, il est toujours le FCC Kabila. Il a quitté les FCC. Il a été élu sur les listes du FCC. Je crois que lui, Godin, pour y avoir de s'attaquer aux autres, il devait d'abord regarder lui-même. Regarder lui-même si réellement, face à ces peuples, il rend vraiment son travail comme président de l'Assemblée provinciale. S'il y a vraiment effectivement un contrôle qui fait peur en Gobila dans ces pays. Parce que nous sentons quand même que nous ne sentons pas les contrôles parlementaires dans ces pays. Par exemple, venant d'Engoli, on accuse Gobila de beaucoup de choses. Les questions les problèmes de questions parlementaires, c'est à Lingeti, parce que... Oui, on a vu à Lingeti faire un rapport sur lequel de vie. Donc l'Assemblée provinciale... C'est à Lingeti qui ça dit quoi? Ça dit quoi? Aussi... J'allais sauver la ville comment? Mais entre-temps, j'allais oublier... Parce que les députés provinciaux ne font pas leur travail. Mais c'est les contrôles. Est-ce que tu ne sais pas, depuis un moment, l'IGF est en train de contrôler les gouverneurs de la République, de toutes les provinces. Alors, Mobila n'a pas échappé. Mais aussi, parce qu'il est chef d'une institution, est-ce qu'il était opportun ou important pour lui de critiquer la justice? Non mais regardez, mais est-ce que le président dit c'est il y a énormément de problèmes. Nous constatons nos institutions sont défaillantes parce que tous ces problèmes-là, parce qu'il y a des très mauvaises élections dans ces pays, il faudra que nous travaillions pour qu'il y ait des bonnes élections. Pour qu'il y ait des bonnes élections, il fallait... Moi, j'ai introduit directement là, parce que j'ai comme l'impression qu'on va oublier ces sujets. J'ai de plus en plus comme l'impression, là je vais conclure ça, depuis un certain temps, depuis qu'il y a la guerre de l'Est, on nous dit, il ne faut plus vous occuper de tous les problèmes. Si vous voulez mobiliser les gens sur la loi électorale, non, il y a la guerre à l'Est. J'ai accompagné un acteur politique qui devait marcher quelque part pour mobiliser les gens sur les bureaux de vote. Ah papa, donc ça veut dire que le pouvoir est en train de profiter parce qu'il y a la guerre à l'Est, de tripatouiller dans la loi électorale. Aujourd'hui, la loi électorale là, a été encore tripatouillée. Laissez-moi terminer. La loi électorale. Oui, on vient d'introduire la possibilité d'un vote électronique. Vous savez que même en France aujourd'hui, Mélenchon est en train de réquiser les votes électroniques, même dans des pays développés. Vous venez voter, donc j'ai dit... Des exemples bidons. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est toi qui donnes des exemples bidons. Il m'insulte même, au lieu d'attendre et d'argumenter après. Vas-y, s'il te plaît. Comment il est aujourd'hui? Je comprends, quand il n'a pas d'argument, il se comporte comme ça. Allez, on a introduit le vote électronique. On a introduit la possibilité. Vous voyez, une loi a été adoptée. Nous tous, on n'a pas vu une ordonnance. On a appris que ça a été promulgué. On n'a pas vu, ce n'est même pas passé qu'on a promulgué. Et heureusement que les gens ont été vigilants. Ils sont allés revoir ça ça a été promulgué en catimini. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, il y a possibilité de passer au vote électronique. Il y a la possibilité d'organiser les votes électroniques. Donc, les Congolais doivent ouvrir l'œil et les bons. Parce que nous sommes en train d'installer les conditions Comment les gens vont contrôler si vous faites le vote électronique? Oui, donc nous dénonçons cette tentative-là. Cette loi, je vous dis, vous savez, quand les chefs de l'État promulguent une loi, cette ordonnance est liée à la RTNC partout. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Les gens ne l'ont découvert que dans les journaux officiels. Ah, mais voilà, il y a une loi électorale ici. Même la dernière version là a été aussi amendée. Donc il y a là la fraude. Donc il y a là, il y a des décors qui est planté pour une fraude électorale. J'en appelle les Congolais. Il y a aujourd'hui le problème des carburants. Il y a aujourd'hui tout le problème que vous avez, détérioration de la vie sociale. Lui, il a parlé qu'on respecte les budgets ici, mais le gouverneur de la banque vient de faire un rapport. Les budgets accordés à la présidence de la République pour une année a été épuisé dans 6 mois. Il doit connaître le système de transparence. Votre vie aujourd'hui, je vais conclure là-bas, votre vie aujourd'hui est un problème. Vous avez des gens, au lieu de vous préoccuper de vos problèmes, ils achètent des palissades. Vous avez des gens qui s'enrichissent dans ces pays. Il y a des problèmes de carburant et ils sont à autre chose. L'unique manière de changer votre vie, c'est votre bulletin de vote. C'est pourquoi nous mobilisons les Congolais à tenir. Laissez-moi. C'est devenu contre moi maintenant.
de tenir non, ce n'est pas un acteur politique, nous sommes la presse. C'est une déclaration politique. Nous devons mobiliser les Congolais. Oui. Ça, c'est vraiment une analyse. C'est une analyse. Tous les problèmes que nous avons, Faye nous vient de les dire. Parce qu'il y a eu de mauvaises élections dans ces pays. Tous les problèmes de gouvernance ici. Quand il y a des gens qui n'ont pas été véritablement élus, mais cette question de vote électronique est quand même gravissime. Il y a vraiment les votes électroniques. Non, mais quand il parle par exemple d'une possibilité, ça ne veut pas dire que c'est une contrainte. Oui, mais si c'est déjà une possibilité, ça veut dire que c'est impossible. Moi, je vous informe que parmi les entreprises qui vont soumissionner à l'appel d'offres international lancé par la CENI, il n'y a pas cette compétence-là. Donc j'ai lu... Vraiment vote électronique... Il y en a pas. On est encore au niveau des CENI électroniques. Comme on a mis cette... Nous sommes ici en politique. Non, non. Il ne faut pas suivre les histoires des... Comment ça s'appelle? Des Denis Kadima. Il y a là, à un moment donné, on va nous mettre devant un fait accompli. Non, non. Derrière lui, il le sait bien. Il faut commencer par faire la commande. Le budget de la CENI pose un problème. On va nous mettre devant un fait accompli. Nous sommes devant des problèmes de délai. On ne sait pas organiser les choses dans les délais pour nous imposer les votes électroniques. Attendez. Et que les Congolais, parce qu'il dit que les journalistes ne peuvent pas mobiliser les gens. La presse a fait un article contre Fillon qui a été candidat président de la République pour demander aux Français de ne voter pas ce monsieur parce qu'il est impliqué dans les emplois fictifs. Notre rôle en tant que presse, c'est de mobiliser les Congolais. Les Congolais ne doivent pas être là seulement pour voter. Laissez-moi, pas pour élire. Parce que les votes électroniques, là, ce sera pour voter, pas pour élire. Pour qu'on nous impose des dirigeants. Et puis jamais dans ces pays, les élections que tout le monde a déploré. Vous avez vu comment les gens ont passé la nuit à la cour consulaire, qui a validé, dévalidé, invalidé les candidats. Et vous avez vu vous-même qu'on a proclamé des résultats ici avant même la fin des dépouillements. Lui, il pense que les journalistes doivent rester comme ça, laisser que les pays marchent comme ça. Nous devons mobiliser les Congolais à défendre leur vote. Il faudra que lui, quand nous allons voter, c'est lui qui sera voté soit effectivement le président de ces pays. Pas des gens mal élus, nous n'en voulons plus dans ces pays. Les votes électroniques, il faut mobiliser les Congolais. Ce n'est pas un crime pour un journaliste de le faire. C'est une tentative pour nous amener à une élection à la soviétique. Où déjà, ce sont les machines qui vont décider que tel va être président. Des machines qu'on va déjà programmer. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser, bulletin de vote. Bulletin de vote, nous devons vérifier pour que celui qui sortira soit réellement la personne qui est élue. Ce n'est pas pour un crime pour un journaliste de mobiliser les Congolais pour ça. Merci beaucoup. Au lieu de défendre les bases. S'il te plaît, nous allons chuter. Situation de l'Est. Donc, vous pouvez revenir quand je vous donne la parole avec un sujet, si vous voulez, un toilettage. Situation de l'Est, on termine par là. Après la tripartite de Luanda, on parle dans tous les sens. Luanda, sa communication, le Rwanda, sa communication, le Congo, sa communication. Et pendant ce temps, sur le terrain... Non, mais moi, je sais qu'il y avait qu'une seule communication. On a suivi Kagame qui a donné notre communication. Je l'ai suivi sur France 24 Non, mais il était contraint d'accepter cette communication. Parce que la communication phare... Izuba, laissez-moi parler. Vous ne m'avez pas accordé la parole. Je n'ai pas encore accordé la parole. La communication phare, toi tu dis, c'est l'Anki. Parce que Kagame a donné sa communication. Le président Félix Tshisekedi aussi a donné sa communication. L'Angola aussi a donné sa communication. C'est ça que je voulais préciser. Tu vas préciser après. Ouais. Parce que j'ai encore suivi Kagame hier sur France 24. Vraiment, il nous parle des FDLR et il est vraiment allé ailleurs que ce que le président de la République a parlé. On est perdu, là, on est perdu. Mais le vrai problème, c'est pendant ce temps, dans l'Est, ça continue de bouillonner. Il faut faire quoi, finalement? Qu'est-ce qui manque à la République de dire, bon, prenons char, Kalachnikov, finissons-en. Pourquoi on était au Kenya, on est allé à Luanda, on va retourner à Luanda le 12? Est-ce que Kagame n'est pas en train de nous tourner en bourrique, là? Non, il n'en fait pas de trop, là. Le problème, je commence vraiment par nettoyer ce qu'Éric a dit tout à l'heure, que la RDC n'est pas vraiment prête pour adopter le vote électronique, parce que c'est vraiment aberrant. Je ne sais pas quelle connexion qu'on va utiliser à l'intérieur pour nous renseigner sur des résultats là-bas au moment des élections. Donc c'est une aberration très grave. S'il y a une possibilité, c'est peut-être pour prévoir dans l'avenir, on pourrait. Mais moi je t'informe que sur le plan numérique, sur le plan digital, c'est impossible. Moi-même quand je voyage à l'intérieur du pays, je suis dans l'impossibilité, dans l'incapacité de travailler. Donc on vous renvoie à une connexion DG. Vous ne savez même pas envoyer un document. Comment on va utiliser pour le vote électronique et tout ça qui demande que la RDC soit transformée même à un hub? Non, c'est impossible, ça ne peut pas se réaliser. On va aller avec les systèmes semi-électroniques, ce qu'on a appelé la machine à voter. En réalité, la machine à voter ne sert que d'impression. On imprime et puis la compilation et tout se fait manuellement. Deuxième chose, c'est que la communication de Kinshasa
est passé pour la première fois de l'humanité. Pour la première fois, Kagame se retrouve dos au mur. Comment? Nous sommes allés à Luanda. Mongana est toujours entre les mains des... Oui, attendez, parce que la politique ici, il faut savoir cibler l'ennemi. L'ennemi, depuis tous ces temps, on le considérait comme ADF, on le considérait comme M23. Mais aujourd'hui, la RDC désigne le Rwanda comme son ennemi. Bien qu'on n'agresse pas le Rwanda, bien qu'on n'attaque pas le Rwanda est désigné comme ennemi. Et la communication qu'il faut faire passer dans le monde entier, c'est que c'est Kagame qui soutient le M23. Au nom de quoi Kagame va signer une feuille de route de cesser le feu avec la RDC? Et la question lui a été posée hier. On lui a balancé cette question sur la figure. Vous savez, sa réponse était ridicule. Il parle de principes, ainsi de suite. Des principes placés par qui? Et pourquoi ces principes-là? Et c'est pourquoi ça doit être lui qui doit dicter ces principes? Ça dit quelque part, il avait intérêt dans cette guerre. Et aujourd'hui, quand vous suivez, il vient en fait à la défensive parce qu'il est vraiment malmené sur le plan de communication, parce que on voulait parler de cette communication-là. Effectivement, la communication de la RDC est consommée. Maintenant, il faut le rendre encore consommable. Ça veut dire l'attitude qu'adopte actuellement le président de la République doit être assise sur une grande fermeté. Parce qu'il y a une population derrière lui. C'est vrai, ils ont Bunagana. C'est vrai, mais n'oubliez pas que la RDC attaque aussi. Le FARDC avance. Ils sont à 7 km de Bunagana. Bien que eux, le centre de rebelles, de terroristes du M23 appuyé par le Rwanda, se trouve seulement à Bunagana et l'Ouganda, parce que il y a même les fils de Yoweri Museveni. Il y a aussi le porte-parole, le ministre de la Défense du Rwanda qui a associé aussi l'Ouganda, parce que l'Ouganda commençait aussi à attaquer le Rwanda et maintenant vice-versa, le Rwanda aussi a répliqué pour dire voilà, l'Ouganda, vous n'avez rien à dire parce que vous faites partie de ces complots-là. Donc du coup, la communication rentre dans les lieux des ennemis de la RDC. Mais cela n'enlève à rien les attaques. C'est-à-dire, même si on négocie, le président de la République a déjà dit que même si aujourd'hui nous allons sur une table de négociation, les FARDC continueront à attaquer. À frapper. Récemment, pour vous rafraîchir la mémoire, M. Peter, oui, vous avez vu comment est-ce que leurs dépouilles ont été étalées, les armes récupérées. Et là, c'est sur la route de Bunagana. Donc, rassurez-vous que le FARDC va en poupe et bientôt, on va même récupérer les postes frontaliers qu'ils ont récupérés. On va récupérer les stocks qu'ils ont gardés là-bas. On va les taper. Je vous assure. Okay. Et ça, c'est dans peu de temps. Vous allez apprendre la nouvelle que nous allons... Et cette fois-ci, quand nous récupérons, ce sera une bonne il faudrait qu'il y ait le mécanisme de ravitaillement. Et puis, pour le budget, parce qu'il y aura bientôt les conférences budgétaires, il faudrait voir les cas de notre armée. Il faut élever le budget. C'est vrai que nous ne donnons pas beaucoup pour l'armée, mais on peut encore faire le nécessaire. Si aujourd'hui on déclare seulement le budget pour notre armée est à 2 milliards de dollars, toutes les armées qui sont membres des pays, tous les pays frontaliers et tout ça, tous nos amis avec qui nous partageons le même frontière, ils vont faire quoi? Ils auront peur de nous. D'accord. Ne serait-ce que par cette somme. Allez, Charles, situation de l'Est avec la tripartite. Bon, la situation de l'Est, moi, je savais que Kagame n'allait pas respecter... comme dans ses habitudes. Comme dans ses habitudes, il n'allait pas respecter les conclusions de Luanda. Mais est-ce que parce qu'il n'a pas intérêt. Kagame n'est pas agité depuis longtemps le gouvernement. Kagame est très agité. Aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'il n'est pas bousculé? Vraiment agité. Il est coincé, dos au mur, mis à nu, parce que les communiqués fait foi. Les communiqués, lorsque vous lisez les communiqués de la présidence d'Angola, comment on peut parler d'un cessez-le-feu? Comment on peut parler d'un retrait des troupes de M23 dans les positions qu'ils occupent aujourd'hui? Comment on peut parler de l'arrêt d'exploitation des minerais
dans cette partie-là. Comment Kagame peut être là et si les uns refusent les communiqués du Rwanda et de la RDC, mais l'Angola a quel intérêt de mettre ça dans ce communiqué? Voilà. Donc Kagame a été pris dans un piège par la diplomatie de Tshisekedi. C'était ça l'intérêt même de ce sommet-là. C'était ça. Une diplomatie agissante. Parce qu'il a accepté d'abord d'aller en Angola faire quoi? Pourquoi il a accepté d'aller en Angola? Il est allé en Angola. Il est question ici de la question sécuritaire à l'est du pays. Où le Rwanda est accusé d'être sur les sols congolais avec des militaires capturés, tués par les FARDC. Toutes les preuves accablantes sont là. Elles ont été présentées à la fin du mois. Un officier militaire rwandais tué sur les sols congolais. Alors, dans ce cas-là, vous avez un président Tshisekedi qui clairement désigne l'agresseur, le Rwanda. De manière claire. De manière claire. Alors, lui, Paul Kagame, qui n'est pas agresseur, accepte quand même d'aller dans un sommet comme ça pour aller parler. Et la signe que l'M23 va reculer. Voilà, comment? C'est le fait. Voilà. Sur base de quoi il va décider? Au nom du M23, sur base de quoi? Mais il s'est accusé là. Il s'est accusé lui-même. C'est pour la première fois qu'il a été ridiculisé à la fin du monde. Pour la première fois. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé là-bas. Il est allé là-bas. Et tout le monde, si vous voyez les journalistes de l'agence Reuters et beaucoup d'autres, France Métro, poser cette question-là, ce n'est pas pour les poser des Kagame. S'il pose cette question-là, c'est parce que tout le monde a compris que, mais comment il peut aller là-bas? Comment? Est-ce qu'on peut pas se dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un front au niveau des médias, au niveau des influenceurs qui a un peu bougé la donne, contrairement à hier, où aujourd'hui on voit que ça bouge même sur l'échiquier international. Visite au Rwanda commence à disparaître petit à petit. Hein. C'est maintenant Rwanda is killing qui prend la place. Hein. En tout cas, les communicateurs, les influenceurs, les ministres, Mouyaya pour moi, de la communication, est l'un des meilleurs ministres de communication de ces pays. Je valide. En tout cas, l'un des meilleurs ministres de communication parce que nous avons vu les innovations. La manière dont il travaille, aujourd'hui, personne ne peut reprocher à Mouyaya d'avoir menti sur tel ou X ou Y point. Et rien du tout. Alors qu'hier, on parlait de beaucoup de mensonges. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, Mouyaya est parmi les meilleurs ministres. Mais ce qu'il faut faire maintenant... Il est précis dans sa communication. Il est très précis, il est professionnel. Il sait vraiment ce qu'il fait. C'est vraiment l'un des meilleurs ministres de ce régime. Maintenant, ce qu'il faut que l'on fasse encore plus. Parce que depuis toujours, Kagame nous a toujours gagné sur le plan communicationnel. Et maintenant que l'on est en train de l'emporter, il faut continuer. Okay. Parce que, je l'ai toujours dit et je dois le dire encore ici, la question de l'insécurité dans cette partie de la République, ce n'est pas un problème de Tshisekedi. J'ai vu un monsieur, un certain Bola, Frédéric Bola, s'il est connu sur Twitter, je ne sais pas si vous allez m'excuser d'avoir cité son nom. J'ai vu des Twitter et beaucoup de réactions. Il écrit très bien. Alors, je me suis posé des questions. Il condamne à la fois Tshisekedi, mais il condamne aussi, il dit que Kabila ne pouvait pas respecter les accords qui étaient signés hier en Nairobi avec le M23 et tout ça. Donc, Tshisekedi aussi aurait signé, selon lui, des accords. Voilà pourquoi les M23 et les Rwanda attaquent la République démocratique du Congo. Est-ce qu'un tel raisonnement est un raisonnement qui m'a étonné? Parce que, est-ce que le Rwanda aujourd'hui, qui pille nos minéraux à l'est de la République, qui massacre les Congolais, plus de 10 millions de morts occasionnés par le Rwanda, c'était pour le respect de quel accord? Le Rwanda a des visées connues de tous. Ça n'a rien à voir avec un accord X ou Y. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc nous ne devons pas continuer à nous distraire pour rien. L'ennemi est là, il a des ambitions pour son économie, pour sa survie. Très bien. Et ces plans-là, c'est sur la misère, les morts congolaises. Très bien. Voilà pourquoi nous devons aujourd'hui soutenir nos FARDC, soutenir les présidents de Tshisekedi, ne fût-ce que pour cette question-là, parce que
même après que tout président qui viendra après lui, aussi longtemps qu'on aura ces problèmes, moi je soutiendrai ces présidents-là par rapport à cette situation. D'accord. Eric Wemba. Écoutez, tout ce qu'on dit que Mouya c'est les meilleurs journalistes, ça n'engage que vous. Non, on dit meilleur ministre de je ne sais pas de communication. J'ai vu notre modérateur soutenir ça, alors qu'il devait faire. Je l'ai toujours soutenu. Laissez-moi aussi. Quand quelqu'un fait quelque chose. Vous voulez instaurer. Non, moi, je donne mon opinion. Je te donne la parole. Je ne suis pas contre votre soutien. Je te donne la parole. Je voulais dire seulement que c'est. Je te donne la parole. Eric Wemba, calme-toi. Je te donne la parole. Il ne faudrait pas donner l'impression aux téléspectateurs qu'en tant que modérateur, quand quelque chose est bien, je dois dire que ce n'est pas bien. Non, c'est votre point. Donc, quand je constate en tant que journaliste qu'il y a quelqu'un qui. Quand j'ai toujours dit que l'IGF fait bien son travail, c'est toujours. Tu m'as appuyé ici quand j'ai parlé de l'IGF, n'est-ce pas? Mais quand c'est moi, tu as changé. C'est mon point de vue. C'est-à-dire que ce qu'a dit les modérateurs Peter et les deux intervenants, il dit moi, il ne m'engage pas. Pour moi, la communication, elle est très mauvaise, voire même très mauvaise. Et je vais le démontrer. C'est ton droit. Je vais le démontrer. On a parlé des victoires diplomatiques. Vous savez, les problèmes ici, il ne faudra pas faire de l'amalgame. Nous sommes dans un problème sensible de l'intégrité territoriale. Pour ça, j'ai toujours donné l'exemple du comportement que les Chinois ont eu quand ils ont été envahis après la Deuxième Guerre mondiale par le Japon. Un petit pays comme le Rwanda, en termes de superficie. Donc le Japon, c'est un petit pays par rapport à la Chine. Mais ils ont envahi la Chine à un moment donné. Et les Chinois, Mao Tse-tung m'a dit, chacun est allé voir Mao Tse-tung pour lui dire, au-delà de nos divergences, le pays est attaqué. Les pays est attaqué, nous devons nous mettre ensemble. C'est ce que nous devons faire, nous tous, derrière le président de la République. C'est évidemment ça. Derrière Fachi Béton. Mais justement, derrière Fachi Béton. Derrière le président de la République. Dis Fachi Béton. Non, je ne suis pas membre de l'orchestre Fachi Béton. Je crois qu'il faut aller chez Gilles pour dire ça. Ça aussi, c'est la banalisation de la fonction présidentielle. Jamais de l'autre côté, Macron, Musica ou Obama. Non, il faut respecter l'institution présidentielle. C'est monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Fachi Béton. Nous les respectons, même si je ne suis pas d'accord avec lui, mais je respecte l'institution. J'ai dit que nous devons les soutenir. Mais le président de la République doit nous faciliter la tâche. J'ai comme l'impression, ça c'est ce que je l'ai dit, on doit rectifier les tirs. J'ai comme l'impression que le président ne nous facilite pas la tâche. Il a fait des choix très hasardés, parce que vous savez que M23 a été vaincu ici, avec Kabila. En 2013. En 2013. Mais bon, aujourd'hui on demande le soutien de tout le monde. J'étais reporter au phare. Nous rappelons au tenant du pouvoir à l'époque à l'IDPS, M23 prenait Goma. On faisait la fête à Limito. On nous a invités, on a même dit que si il y a la guerre là-bas, parce qu'il n'y a pas eu vérité des erreurs. M23 avait même fait de la revendication. Jean-Manet, tu étais d'accord avec cette position-là? Non, j'ai dit ce qui s'est passé. Donc là, à ce moment-là, tu étais journaliste de l'UDPS. Non, j'étais journaliste de l'UDPS. Du journal Le Phare. Au phare. J'étais au phare. Mais on m'avait, comme dans toutes les rédactions du monde, on pouvait me dire que c'est toi qui couvrais l'IDPS. Ça ne me faisait pas membre de l'IDPS. Mais on était un peu envoûté par ça, parce que ce n'était pas vraiment ça la République. Aujourd'hui, Tshisekedi demande le soutien de tout le monde. Mais pour Kabila, les M23 étaient déjà à Goma. On allait à l'IDPS là-bas. Non, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu vérité des îles. Et en même temps, les M23 dit même que si nous combattons ici, c'est pour réclamer la vérité des îles. Aujourd'hui, quand même, Tshisekedi a l'avantage que les M23 n'a pas de revendications. Donc, l'IDPS nous avait induit en erreur. Il faut qu'il se répande. Parce qu'on devait aussi soutenir Kabila au nom de la République. On n'avait pas le droit de soutenir les M23 comme ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils nous demandent de le faire, nous devons le faire. Mais le président doit nous donner une ligne claire. J'ai fait une ligne très claire qui de nous dire réellement que les M23 sont des terroristes. Moi, j'ai suivi le président de la République en Angola. Et il dit que ces gens, alors que nous étions des interlocuteurs pour les écouter, ils ont choisi la voie des armes. Donc, sont-ils des terroristes ou pas? Ils sont même qu'ils étaient ici en 2019. Et il y a des documents authentifiés qui sont sortis. Lui, si Charles Quay, peut-être il est fait par mauvaise foi, je sais que c'est quelqu'un de très bien informé, qui a eu les M23, qui a eu des accords signés par Delphin Kaïmbi. Et Ibalankai a écrit même à l'époque, alors que les M23 ont été défaits. Il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba. Ces forces ont été déclarées des forces négatives et terroristes. Mais comment Ibalankai a demandé à l'auditeur de l'armée d'élever les mandats d'arrêt international contre ces terroristes-là? Donc je pense que la ligne doit être claire. De nous dire réellement, pas de négociation avec ces gens-là. On a négocié avec ces gens-là. On a même établi une liste, ceux qui devaient bénéficier de l'amnistie, ceux qui devaient être éligibles dans l'armée ou pas. Kalev avait même fait un travail. Donc, sur ces points-là, nous demandons au président de la République de nous donner une ligne claire. Les M23 sont des terroristes, que tous les Congolais doivent être derrière lui pour les combattre. On ne doit pas nous demander l'impression que nous sommes derrière lui pour combattre. Entre-temps, on ouvre les voies de négociation avec les M23. Je n'ai pas compris pourquoi on est allé réveiller les groupes armés. Le président n'avait pas
intention de faire ça. Ça, ce sont des choix hasardés. Mais quand on parle des victoires diplomatiques, mais je pense que nous n'avons pas, nous gagnons. La diplomatie telle que vous le voyez, Peter Tchani, doit venir en appoint seulement de la force militaire. Seule la diplomatie ne peut rien résoudre. Parce que vous voyez, on a été avec Kagame, mais ils sont toujours à Bunganang. Ils n'ont pas quitté. Et leur ministre des Affaires étrangères, alors que nous avons parlé de cesser l'effet Lutundula, il a démenti Lutundula. Nous ne gagnons pas diplomatiquement parce que notre diplomatie pose de sérieux problèmes. La preuve, la grande preuve, vous savez les problèmes de la prorogation. Pourquoi aujourd'hui? Ça, ce sont des grandes questions. C'est là où je voulais attendre Mouyaya et Lutundula. Nous avons perdu au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Parce qu'on a maintenu l'embargo. Même si on parle d'une autorisation préalable, c'est un embargo camouflé. Pour preuve aujourd'hui, Félix Tshisekedi est allé en Émirats Arabes Unis. On lui avait donné des blindés, des armes. Jusqu'aujourd'hui, au nom de cette autorisation préalable, ces armes ne sont pas encore arrivées. Parce qu'il attend l'autorisation comme moi. Est-ce que c'est juste qu'on nous prive de... C'est ça. Il y avait nos tâches en Égypte. Ne sont pas arrivées au nom de cette autorisation préalable. Mais un monsieur ici, châtaignier, on répond tout quand il s'agit de Katumbi, quand il s'agit de Peter, il faut arrêter. Châtaignier ici, alors que son pays, la France, a voté une résolution contre la RDC pour qu'on puisse maintenir cet embargo camouflé qu'on appelle autorisation préalable. On n'a pas vu la réaction du gouvernement. Alors qu'à son temps, Kabila a chassé un individu de l'Union européenne ici. On a laissé les flaudir. Mais pourquoi cette injustice? Parce qu'au-delà de Félix Tshisekedi, nous sommes face à un complot international. Mais notre diplomatie touristique n'a pas payé. La preuve en est que 15 pays ont voté contre nous la résolution de la France. Alors qu'aujourd'hui, il est toi-même démontré que les M23 utilisent des armes sophistiquées. Mais pourquoi nous? Parce que nous, la raison qui a été donnée pour cet embargo, on dit que certaines armes que nous utilisons se retrouvent aussi chez les groupes armés. Mais les Rwandais donnent les armes au M23. Pourquoi ils ne subissent pas l'embargo? Pour que Edimo et Charlequet viennent parler de la victoire diplomatique ici. Sur le plan diplomatique, le Congo a des sérieux problèmes. Alors, la Chine, que nous avons tout donné, ils nous disent qu'ils vont nous soutenir. Ils se sont abstenus. Et leur abstention a coûté cher à la République démocratique du Congo parce que ces deux pays ont le droit de veto. Donc, il n'y a pas de victoire diplomatique. Arrêtons de nous satisfaire. Ces gens-là, les Rwandais, on les soutient. Ces grandes puissances qui parlent la langue anglaise, si nous continuons à nous amuser comme nous le faisons là, nous allons disparaître. Si nous pensons que nous allons continuer, au lieu de réformer l'armée, on est en train on a tenté d'aller négocier avec les M23. Aujourd'hui, ça nous retourne. Donc, nous voulons, comme l'a dit le président Katumbi, laissez-moi les citer, même si certains sont dans la kantumbophobie, moi aussi je les cite, comme on a cité Bahati, comme on a cité Kamere. Katumbi nous a dit, le vrai problème, c'est l'armée. Il faut équiper cette armée. Il faut donner des moyens à cette armée. Cette armée, il faut s'organiser. L'embargo, vous allez les équiper. Il faut s'organiser en interne. En interne, donner des moyens à notre armée et nous battre diplomatiquement. Nous mobiliser pour que cet embargo par une véritable diplomatie. Pas cette diplomatie-là qui n'est pas agissante. Mouya n'a même pas répondu à Châtaignier. Mouya n'a pas répondu à Flao. Lui, il est là toujours. Non, des journalistes, il ne faut pas parler. Non, les journalistes ne menacent pas la République. Voilà là, ces impérialistes-là, c'est eux qui nous menacent parce qu'ils soutiennent le Rwanda. Il faut une réponse de Kinshasa. Il faut une véritable diplomatie à la Molotov pour que cet embargo soit levé. Les Chinois, vous avez nos histoires ici. Pourquoi vous n'avez pas voté contre cette résolution de la France? On a vu le président de la République avec Macron. Mais voilà, les Français ont amené une résolution contre nous. 15 pays. Alors, nous avons qui? Même les États-Unis ont voté contre nous. Nous devons nous poser la question, nous sommes avec qui? Arrêtons de nous amuser parce qu'on a été dans une conférence de Mouyaya. Il plante son petit décor là-bas. Non, il fait bien son travail. Quel travail il fait? Il fait aucun travail. La diplomatie, c'est Mouyaya. Non, j'ai dit comme communication parce qu'il doit répondre. Il doit répondre parce qu'un jour Kagame a dit qu'il y avait une guerre ethnique ici. Mouyaya, il doit répondre à qui? Il doit porter la voix du Congo. Pendant la guerre, nous avons vu, mais il doit porter la voix du Congo. En interne. Même sur le plan international, il doit porter à travers les médias. Parce que nous avons vu comment les Sakombi se sont comportés dans ce pays. Je sais que c'est ton avis, mais il ne faut pas tout le défendre ici quand il n'est pas là. Alors moi je suis un gars. C'est pas aussi ton ennemi. Hein. Il n'est pas mon ennemi, mais comme ministre de la communication, je pense que le président de la République a tout intérêt à les remanier. Moi je pense que même mon Sénépo ferait mieux le travail que moi. Excusez-moi, je n'ai aucun lien avec mon Sénépo. Mais je pense qu'à la place de Mouya, on pouvait même nous mettre. Tous sont des jeunes et nous soutenons. Je pense que moi j'ai dit, le moindre mal,
Comme on ne peut pas placer Mendela, sa tête dérange, qu'on prenne même au Sénégal. Mouyaya, ce qu'il fait comme travail de communication là, c'est piètre. Il ne fait pas attendre la voix du Congo face à des agents majeurs. J'ai parlé de l'embargo. Tu l'as dit. On ne l'a pas écouté ici. Tu l'as dit. Donc, faites un effort. Merci, non, laissez-moi conclure. Laissez-moi, parce que j'allais vraiment. Je n'ai pas compris. Laissez-moi. Parce que le problème ici est grave. Nous allons disparaître. Vas-y, 30 secondes. Non, mais il va se répéter justement. 30 secondes, vas-y. Non, je ne me répète pas. Pourquoi tu m'attaques là? Je sais que tu es sensible quand on attaque Mouyaya. Je sais que tu as été toujours très sensible. Laissez-moi m'exprimer. Je sais que tu as des très très bonnes relations. C'est ton droit le plus légitime. Mais moi, je parle ici de la République, pas des relations personnelles. Ici, je suis en train de parler de la République. Et je crois que même Charles Eke m'a compris. J'ai compris par là. Que nous sommes victimes d'un complot international. Je pense que dans ce régime ici, Mouyaya reste le meilleur. S'il te plaît. Il est le meilleur ministre. Il n'a pas contredit sur le fait. Il lui portait la voix sur le plan international. Qu'est-ce que tu entends par là? Allez, tu entends par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allez faire des interviews. Attendez. Attendez, monsieur. Il y a une résolution contre le Congo au niveau du Conseil de sécurité. Dans les médias internationaux. C'est ça ce que tu veux dire? Non, la voix du Congo sur les questions importantes, monsieur. Mende, on ne peut pas l'aimer. Je vais te donner un exemple. Mais ne faisait quoi? Ça changeait quoi? Il y a même les réponses de Kinshasa. Attendez, il faisait quoi? Il y a l'embargo, monsieur, on ne peut pas avoir les armes. Il n'y a pas embargo, messieurs. Arrêtez de mentir. Dis. Arrêtez de mentir. Oui. Nous avons tous suivi les détails qui étaient fournis par rapport à cette histoire. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut acheter les armes. Nos armes sont les cas de Gérard Rabidi. Attendez. Il y a l'embargo. Pourquoi on a demandé l'autorisation? Attendez, messieurs. Attendez, messieurs. Nous avons tous suivi. Les détails par rapport à cette question. D'accord. Aujourd'hui, l'embargo qui était à voter, c'était contre les groupes armés. Mais maintenant, messieurs, attendez. Soumis à l'autorisation préalable. Un embargo camouflé, monsieur. Ce n'est pas une autorisation préalable. Ce n'est pas une autorisation préalable. C'est une notification. C'est tout ce qui est. Les nuances sont des détails. Messieurs, ne raconte pas ta vie ici. L'information est connue, que ce soit ceux qui nous suivent. Maintenant, ils savent de quoi l'on parle. Il n'y a pas embargo, la question a été élucidée. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut acheter les armes et il doit notifier. Pourquoi? Ce n'est pas... Non, mais écoute, parce qu'il y avait un régime... Mais écoute, mais tu as posé une belle question, moi je te réponds. Il y avait un régime qui était adopté aux Nations Unies, c'était l'embargo sur la République démocratique du Congo dans son ensemble. Mais depuis 2008, cela a été levé, de sorte que l'embargo frappe maintenant totalement les groupes armés et non la République démocratique du Congo. Cela veut dire que les groupes armés ne peuvent pas aller acheter les armes. Nos bases sont bloquées en Égypte à cause de cette autorisation préalable. Je ne comprends pas les enjeux comme vous l'avez dit. Je voudrais saluer ici la mémoire d'un président qui est décédé hier. Eduardo dos Santos. Merci. C'est un président qui a tenu tête face à la rébellion de Savimbi soutenue par les Américains et les Français. D'accord. Et quand il est arrivé au pouvoir, il s'est attaqué Mélié contre Savimbi et il a fini par vaincre Savimbi. Il a rétabli la paix en Angola et le développement en Angola aujourd'hui, tout le monde en parle. Paix à son âme. Allez, merci beaucoup. Il est venu aussi nous s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, il est venu aussi nous soutenir à l'époque de la libération du pays. S'il te plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai laissé vous entrechoquer. Il est maintenant le temps pour moi de parler et de vous demander de vous calmer. Oui, c'est moi qui suis Mbosso ici, Pépé Mbosso. C'est moi ici. C'est moi qui suis Bahati ici. N'est-ce pas? Non, il faut bien s'habiller. Le roi arrive, il faut bien s'habiller. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la sympathique attention. Merci. En tout cas, ça a été bien avec Fia aujourd'hui. Nous avons été calmes, on ne nous a pas embêtés pour le temps. J'aimerais que Fia désormais puisse nous réaliser. Pour les autres, c'est compliqué. Clamez à toi, Emma Mwamba, j'ai beaucoup aimé. Merci à Arnaud Massamba, à Reveil Koupa, à Louis Jean Cassi. Merci à vous pour ce grand travail.
Un petit sucré, hein, vous attend parce que j'ai aimé. Allez, merci à vous, fidèles téléspectateurs de la sympathique attention. Yves Bouya, courage. On a parlé de tout, on a parlé du pays, le carburant, situation sociale et tout. On a parlé de l'Est, on a parlé Bati, Caméré et tout. Moi, je voulais quand même te dire d'être fort. Je m'étais réveillé aujourd'hui avec toi, pour toi et encore avec toi. Quand je me suis levé le matin, j'ai dit, tiens, mais c'est comme si on était en train de t'oublier pendant tout ce temps. C'est depuis le 27 août que tu as été pris, de la manière dont on sait. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet, plus d'un mois, privé de ta femme et de tes enfants. Je suis passé par là, j'en sais quelque chose. On passe de fois pour de fous. Personne n'est à l'abri aujourd'hui. Mais tout ce que je peux te dire, c'est d'être fort. L'avenir est le domaine des dieux. Personne ne sait de quoi il fait demain. Tu sais qu'il devait subir des brimades, des humiliations avec les 13 parlementaires. Pour qu'un jour, même s'il n'a pas eu le pouvoir, que son fils devienne président de la République. Le combat que nous menons peut prendre le temps que ça peut prendre, mais il est un combat noble, un combat de vérité, de dignité et de responsabilités. Tu es dans le bon frère, je suis de cœur avec toi. Lorsque je suis avec ma femme et les enfants, même le soir, je ne fais que penser à toi. Loin, très loin dans les conditions extrêmement difficiles. Sois fort, reste fort, reste fort. Le plus important dans la vie, c'est pas ce que les gens disent, c'est ce qui est vrai. Mahatma Gandhi a dit, si tu es seul et tu es dans la vérité, la majorité va se constituer autour de toi. Reste fort, frère. Charles-Quint, Bouya, Eric, Achille Kadima, Jean-Ri Commandé, personne ne t'a oublié. On est de cœur avec toi. Nous souffrons tous les jours, chaque matin, midi et soir. On en souffre énormément. Et ça énerve parfois. Sois fort. Inch'Allah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Allez.